Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ pour un nouvel épisode de réponse aux questions TTRPG. Nous allons répondre à 3 questions que vous avez posées. Et d'ailleurs, je rappelle que si vous voulez, vous pouvez poser des questions en commentaire de la vidéo sur le Discord et puis on y répondra avec à chaque fois un invité différent dans un prochain épisode. Et donc cette fois-ci, on est avec Nef. Nef, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, ça va très bien, figure-toi. Je suis très heureux d'être là et j'espère faire de mon mieux pour pouvoir vous aider, vous qui avez posé des questions. Et voilà, je suis content. Ah bah, moi aussi, je suis content. Mais je pense qu'on ne va pas être content pendant très longtemps parce que cette première question, Nef, cette première question a l'air extrêmement difficile. C'est tout simplement, salut. Alors attends, qui pose la question ? C'est une question de Sweepy Jack. Jamais vu Sweepy Jack auparavant. Bonjour Sweepy Jack. Ouais, moi non plus, salut. Je me demande comment gérer le flux d'informations dans les descriptions lors des phases d'exploration. Je ne souhaite pas imposer une mécanique passive comme le jet de perception à mes joueurs et je souhaite toujours présenter... Ah non, attends, je recommence. Je suis parti en couille. Je ne souhaite pas imposer une mécanique passive comme le jet de perception à mes joueurs, ni toujours leur présenter des détails saillants dans les descriptions sur lesquels les joueurs pourront demander plus de renseignements pour découvrir quelque chose. Quand je fais ça, ça me donne souvent l'impression de rajouter une couche artificielle à l'exploration. Pourtant, certaines choses ne peuvent pas être simplement apparentes. Donc la question est un peu longue. Je te propose, comme souvent, qu'on essaie de la décortiquer pour savoir est-ce qu'on a compris la même chose de la question, Nef. Qu'est-ce que toi tu comprends de cette question ? Déjà, moi je trouve ça assez intéressant. Je comprends que cette personne, du coup, a pas trop envie d'en dire, en fait, durant les phases d'exploration, mais... En faisant ça, c'est gênant parce que du coup, les joueurs n'ont pas accès à l'information. Voilà, si je devais la résumer en 2 phrases, c'est ce que je dirais. Et apparemment, elle n'est pas satisfaite ni par une mécanique de jet de perception pour faire apparaître l'information, ni par le fait que le MJ, entre guillemets... Moi ce que j'ai l'impression de comprendre, en disant présenter des détails saillants sur lesquels les joueurs pourront ensuite demander plus de renseignements, il a l'impression de trop pointer du doigt les endroits intéressants, en fait. Et donc que finalement, peut-être que... ça crée une sorte de conversation justement un peu artificielle de... Ouais, un peu forcé, ouais. Il y a une drôle de statue. Et donc ensuite le mec fait « Ah bah je vais voir la statue. Ah bah du coup comme tu vas voir la statue, non, tu vois. » Ouais, mais c'est délicat parce que si tu baisses le potard là-dessus, en fait tu donnes pas du tout d'informations. Et t'espères que les joueurs soient proactifs et regardent et te disent il y a quoi autour de moi, etc. Mais est-ce qu'on veut vraiment... parce que cette étape elle peut être un peu accélérée du coup par la description. C'est le principe, je pense, quand même. Et de l'autre côté, si tu mets le potard à fond, par contre, tu donnes toutes les infos directement. Mais du coup, ça nécessite peut-être un peu plus foisonnant dans ta description. Là, tu parles de la statue, mais tu parles aussi, je sais pas, des moisissures sur le mur, etc. Tu vois. Mais ça répond pas spécialement à la question, hein, ce que je dis, mais je réfléchis avec toi à voix haute. Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Gérer le flux d'informations dans la description lors des phases d'exploration. Déjà, moi... Pour rappel, Nef aussi, c'est aussi prétexte à parler ces questions parce qu'au final, à la fin, on va juste donner nos opinions. Hein. Moi, tu vois, je serais plutôt... Moi, j'aime bien, en fait, poser des questions dans l'exploration plutôt que de me prendre un mur de description. Je sais pas si... Parce qu'en fait, ça met de l'interactivité. C'est-à-dire que si j'arrive dans une pièce et le MJ, il me décrit une sorte de balayage visuel de la pièce avec chaque objet, les uns à la suite des autres, etc., quasiment sûr qu'il va perdre mon attention. Là où moi, j'aurais eu envie de décrire mon personnage qui s'intéresse à ces choses-là. Donc en fait, je dirais pas que c'est artificiel, en fait. Ça fait partie, d'une certaine façon, de moi qui décrit de manière roleplay, du coup, en décrivant les actions, en fait, de mon personnage, de la manière dont il interagit avec son environnement. Donc pour moi, ça fait partie de l'expérience, tu vois. Enfin... En fait, je suis d'accord, mais moi, j'ai ce petit côté un peu... j'ai toujours pas un peu peur, tu vois. Dans le sens que, à ta table, ok, tu as des joueurs qui vont être proactifs, là, comme toi, comme tu te décrivais à l'instant, mais tu te retrouves aussi avec des gens en face de toi qui vont peut-être pas forcément rebondir. Et dans ce cas-là, c'est un moment de blanc, en fait, tu vois, qui peut être très désagréable. Hein. Donc, en fait... Du coup, ça va dépendre un peu de la table. Si tu as des gens comme toi, c'est le bonheur, tu fais rien, tu les laisses agir, tu les décris au fur et à mesure de leur action, sans passer par un jet en plus, donc 2 pierres d'un coup, une pierre de coup. Mais de l'autre côté, si tes joueurs ils sont un peu mous, qu'ils soient pas proactifs ou juste fatigués, tu vois, là tu te retrouves un peu bloqué, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il y a 2 choses. La première, il y a l'exploration,
Et la deuxième, c'est peut-être ce souci d'être sûr que les joueurs... En fait, des fois, souvent dans la question des jets de perception, de l'exploration, etc., etc., il y a une autre question qui est sous-tendue. C'est celle de les joueurs, ils doivent absolument trouver certains trucs, tu vois. Et donc, du coup, à ce moment-là, le jet de perception, en général, est pas forcément hyper satisfaisant parce que, je sais pas, tu dois résoudre une enquête et tu passes à côté des indices, etc. Et donc le MJ, il finit par dire ah, t'as raté ton jet de perception, mais tu trouves quand même, etc. Et au bout d'un moment, on enlève le jet de perception parce qu'on se dit ça fait foirer mes scénarios, quoi. Ça, c'est un premier enjeu. Et ensuite, le deuxième, c'est donner l'envie aux joueurs d'explorer. Et justement, moi, en fait, je trouve ça super satisfaisant d'arriver dans un endroit, le MJ me donne des détails saillants, et moi je pose d'autres questions, et en fait quand je pose ces autres questions, potentiellement je demande au MJ d'improviser, parce qu'en fait lui, il connaît les détails saillants, mais il connaît pas tous les détails, et donc à chaque fois que je vais poser une question, il va devoir rajouter une petite couche de peinture à son monde, tu vois, potentiellement. Et c'est là que je trouve que ça devient excitant l'exploration, quoi. Quand je veux regarder quelque chose, quand je veux écouter quelque chose, etc., et ben le MJ me donne une réponse et ça augmente mon immersion dans le monde dans lequel on se trouve, quoi. Alors là-dessus, je suis d'accord, mais je voudrais juste revenir un peu sur le jeu de perception, parce que t'as fait toi aussi, il faut décortiquer tes réponses à toi. Et en fait, dans le jeu de perception, parce qu'il y a ce truc aussi, voilà, de l'enlever, en fait, le jeu de perception. Et moi, j'avoue que je suis un peu de cette école, mais en fait, il peut être avec réussite, avec des oui mais, tu vois. Parce que là, tu parlais de l'enquête, en fait, tu peux quand même lui faire découvrir les choses, mais ralentir la découverte, en fait, sachant qu'il peut y avoir une horloge derrière et que ça peut créer de la tension. Donc voilà, même moi, je joue sans, mais en fait, c'est pas un élément de gameplay qu'on peut jeter comme ça. Il peut avoir son intérêt, je pense, en fonction du contexte de jeu, quoi. Et sur la deuxième partie, j'étais d'accord avec toi. Effectivement, mais ça, c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça. Donc du coup, tu te retrouves à juste, toi, en tant qu'MJ, à décrire rapidement et tu laisses combler par les joueurs. Ça, c'est le bonheur, ouais. Ouais, pour moi, c'est ce qui permet d'avoir du rythme. Si je décris tout, bah ensuite, c'est juste une sorte d'exercice d'écouter le MJ qui fait ses super descriptions, etc., etc. C'est un peu comme les dialogues de PNJ, tu vois. Des fois, on a des PNJ, d'un seul coup, ils nous sortent une sorte de logorée interminable pour nous donner toutes les informations qu'on doit avoir, et on n'a pas l'impression d'avoir dialogué avec eux. Pour moi, c'est un peu pareil dans l'exploration. Si quand j'arrive dans un lieu, paf, pendant 10 minutes, on me dit tout ce qui se passe, et qu'à la fin, je dois juste choisir un truc que je fais là-dedans, et j'ai l'impression que ça manque de rebond. Et je dirais même au niveau des descriptions des PNJ, tu vois. Des fois, t'as certains MJ, ils veulent absolument utiliser les 5 sens, décrire tout le PNJ comme dans un roman, en fait. Alors que des fois, en fait, tu peux donner un premier coup de pinceau sur le PNJ. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je dis, tu vois, le capitaine de la garde, tu vois. C'est un gars, il est plutôt grand et il a le casque bien vissé sur la tête. Et il s'adresse à toi, Nef. Il fait « Eh vous là, arrêtez-vous !» Je m'arrête, effrayé par sa grande taille, et je me rapproche parce que je suis un bon citoyen. Il croise ses deux bras. Tu vois qu'il a des grosses patounes gantelées dans de la maille. Et maintenant qu'il te regarde de haut... il te domine avec sa grosse moustache, tu vois. Et ses petits yeux baissés sur toi, ses petits yeux porcins. Tu vois, en fait, à chaque étape, tu vois, tu peux rajouter des couches de peinture, et je pense c'est plus fun, tu vois, que je te dise, alors, ce PNJ, tu dirais qu'il fait entre 1m70 et 1m75 et qu'il a à peu près 43 ans. Il est un peu bedonnant, peut-être qu'il approche de la retraite. Blablabla, blablabla, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et je trouve que l'exploration, c'est la même chose, en fait. Typiquement, c'est comme ça que je m'y prends. De toute façon, même en tant qu'MJ, je sais pas, moi, j'ai pas envie de trop parler. Alors évidemment, si ils arrivent dans la dernière salle du donjon et que, voilà, je sais pas, il y a une peinture sur le mur et qu'il faut la décrire, bon là, pourquoi pas parler un peu plus que d'habitude. Mais je sais pas, c'est délicat. Tu vois, je repense à un donjon que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, et finalement, en fait, tous les éléments saillants, voilà, avec le recul, hein, quand même, c'était des éléments de gameplay. Donc des éléments avec lesquels les joueurs allaient pouvoir interagir. Donc finalement, il y avait quand même un peu de déco, mais c'était assez limité, ou des détails qui étaient liés au lore, à l'histoire du scénario, quoi. Donc je sais pas. Parce que je sais pas si moi j'arrive à le faire, en fait, de ça. En fait, réussir à rebondir comme ça sur de but en blanc face au PJ, là. Là, je me juge un petit peu, mais c'est pour réfléchir, hein, tu vois. Après, la question, pour moi, c'est pas tellement de savoir est-ce que j'y arrive bien, est-ce que j'y arrive pas, mais qu'est-ce que
qu'est-ce que je préfère, tu vois. Et après, tu peux t'améliorer et tout. Moi, je dirais que pour l'exploration, j'ai envie d'interagir. Parce qu'en fait, dans un jeu de rôle, j'ai envie de faire des choix. Si on me donne toutes les informations, bon, après, je peux faire un choix avec toutes ces informations, mais j'ai pas fait le choix de à quoi je m'intéresse, etc. Et du coup, en fait, potentiellement aussi, ça enlève un petit peu le fait de donner toutes les informations plutôt que de donner des détails saillants et ensuite voir les joueurs se mettre en mouvement pour aller chercher plus de choses, ça enlève une certaine partie du mouvement en fait dans la scène. Parce que moi j'ai envie que le joueur, sans en faire des caisses en mode joueur de dungeon crawl traumatisé par des pièges débiles, ils me disent bah je sais pas, je tourne les pages délicatement du manuscrit parce que j'ai peur que comme c'est un vieux manuscrit, elle tombe en poussière, tu vois. Et en fait, là, je visualise son personnage en train de faire ça. Donc ça, même en termes de narration, en fait, je dirais que c'est plus satisfaisant que le MJ qui me fait une sorte de panorama, quoi, de panoramique. Ouais, non, mais je te rejoins. Je te rejoins, parce que même moi, je préfère ça. Je préfère en tant que joueur, et c'est ce que j'essaie de faire en tant que MJ. Mais c'est quand même un art délicat. Hein. Mais si je réfléchis à comment je m'y prends, c'est pas pour me juger, savoir si je fais les choses bien ou pas. C'est pour essayer de trouver des éléments de réponse pour ce pauvre R qui est venu sur le serveur poser une question, tu vois aussi. Est-ce qu'on peut pas essayer de prendre le truc dans un autre angle? Est-ce que tu as déjà eu des expériences d'exploration où tu avais l'impression que c'était artificiel? Voilà, ben là, typiquement, en fait, bon, moi, je parlais du donjon que j'avais pu faire, mais il y a pas mal de dungeon crawl, alors que j'adore ça, hein, où tu as un peu l'impression que c'est artificiel, puisque de base, ça c'est pas toujours le cas, mais souvent la personne a fait en sorte que les éléments s'emboîtent. Alors la personne n'a pas pensé à tout, tu vois, mais elle a quand même pensé à des effets et des causes qui peuvent arriver en fonction des éléments qui sont présents dans le donjon. Donc oui, là, dans ce contexte-là, moi j'ai l'impression que c'est artificiel, que je suis vraiment en train de jouer à un jeu qui a un aspect puzzle, tu vois, souvent. Mais je trouve pas ça mal, hein, je prends plaisir, hein, comme j'ai dit, j'adore ça, les dungeon crawl, enfin j'adore ça, je sais pas si j'adore ça. Donc voilà, il y a un petit côté artificiel. Après, c'est sûr, mais d'ailleurs là, il y a des exemples, là, je te jette une petite fleur au passage, mais par exemple, là, le donjon de la sorcière, c'était un peu le cas, dans le sens qu'il y avait vraiment des effets et des causes qui étaient mis en place tout autour, avec lesquels on pouvait jouer, mais comme c'était vraiment inscrit dans l'histoire, on perdait. Moi, je pensais pas à l'aspect artificiel. Tu vois, ça pour le coup, j'étais vraiment dedans, quoi. Donc ça, c'est assez important. C'est assez important. Tu dirais qu'en gros, je prends deux donjons différents. Celui de la sorcière, t'as pas l'impression que c'est artificiel parce que ça semble justifié, cohérent et foisonnant. Si je prends en comparaison à un autre donjon qu'on a fait à deux, c'était le donjon de Cairn, là, où littéralement, en fait, t'avais... Enfin, qu'on avait joué avec Cairn, mais c'est pas un donjon de Cairn, où t'avais genre une clé en or qui ouvre la porte en or, une clé en argent qui ouvre la porte en argent, etc. Ça fait plus artificiel, peut-être. Ben non, mais ça fait pas plus artificiel. Ça, c'est artificiel. Ça, c'est complètement artificiel. Mais c'est pas mal. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé. Hein. D'autres moins, je le sais, mais moi, je me suis beaucoup amusé. Et c'est sûr que là, du coup, le détail saillant, il est un peu foireux parce que il y a une statue. Enfin, tu vois. Enfin, alors attends. J'aimerais juste relire la question, si ça ne te dérange pas. Ben, en fait, voilà, il y a un truc quand même par rapport à cette question, c'est qu'elle manque de contexte, hein, comme souvent, et comme la personne n'est pas là, ben on est comme des deux bip. Parce que, voilà, si cette personne, elle fait des donjons, justement, ou un peu artificiels, comme on parlait, il y aura du mal chez les joueurs, je pense, à réagir comme tu l'as indiqué. Donc, je pense que quand même un bon truc, même si ça semble vraiment éloigné de la question, c'est quand même faire en sorte que ça soit lié à une histoire qui intéresse les PJ. Je pense que c'est quand même un moteur pour eux, pour pouvoir justement être proactifs. S'ils savent pas trop ce qu'ils foutent là, etc., ben ils vont être dans le doute, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il faut aussi voir ce qu'on dit être artificiel. Par exemple, moi, je pense déjà que tout le monde trouvera pas la même chose artificielle. C'est ça la difficulté. Par exemple, moi, tu vois, je me disais, ok, tu veux pas de jet de perception et tu veux pas la parole en tant que MJ, donner des détails saillants, etc., etc. Bon, moi, je dirais que c'est les deux trucs, on va dire, les plus classiques, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, on est dans une sorte
de plan parallèle qui est dans notre imagination. On essaie de s'imaginer le truc et c'est grâce à la conversation qu'on a tous ensemble qu'on s'imagine le truc, etc. Donc pour moi, ça, c'est pas trop artificiel, les détails saillants, tant que je sens que le MJ, de 1, si je m'intéresse à autre chose que ces détails saillants, il y a un peu de répondant, tu vois. Et que de 2, comme on le disait un petit peu plus tôt, j'ai pas l'impression vraiment d'être dans le solving d'un puzzle qui est fait très très escape game en fait d'une certaine manière. Mais par exemple, je me dis qu'il y a d'autres moyens aussi de faire de l'exploration, peut-être de manière sensorielle. C'est-à-dire que t'as des gens, si tu leur mets une battle map, ils trouvent ça artificiel. Par exemple, dans la Shadow March, c'est un des trucs que j'avais expérimenté, que j'expérimentais, c'était assez enfin pas insolite, j'ai plus le mot, mais bref, c'était un peu un truc que je testais plus spécifiquement à Shadow March que dans les autres campagnes que j'ai faites. Les battle maps, elles étaient un peu détaillées, et en fait, des fois, je décrivais pas plus que ça le schmilblick, et vous disiez ah, est-ce que je peux regarder ça, est-ce que je peux regarder ça, parce que par endroit il y avait juste des indices visuels sur la map de trucs qu'on pouvait aller voir et potentiellement utiliser. Et ça me fait aussi penser à un scénario alors je sais plus si c'est tant exploité que ça, mais dans le jeu de rôle Blade Runner par Free League, dans le scénario en fait t'as des endroits où il y a des images en fait des endroits, tu vois. Et en fait c'est une autre forme d'exploration, un peu point and click, parce que tu peux te dire ah, et je peux aller voir près du petit bocal du poisson rouge, tu vois, dans l'appartement du mec. Ah, et le frigo il a l'air ouvert, je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu vois, il y a des gens, ils vont trouver ça artificiel, ils vont avoir l'impression que ça les fait sortir de la fiction qu'ils s'imaginent dans leur tête, mais c'est par exemple une autre manière de faire de l'exploration qui est moins traditionnelle. Donc en fait, le problème, je dirais, de l'artificialité, c'est que chacun va avoir un midi à sa porte en termes d'artificialité. Il y a peut-être un autre truc aussi en termes d'exploration, si on a envie de rendre ça plus intéressant, bah c'est la narration partagée. Tu vas demander aux joueurs de répondre à ses propres questions. Tu vois. Qu'est-ce que tu trouves terrifiant dans cette statue, tu vois? Et le joueur, peut-être, il peut mettre un coup de pinceau sur la statue pour ce qui va raconter quelque chose sur son personnage et raconter quelque chose sur l'endroit où on se trouve, tu vois. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, tu as encore fait une réponse en deux phases, donc je vais essayer de répondre. Mais déjà, par rapport aux images, effectivement, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé moi-même. J'adore dessiner mes maps et justement, je mets des petits détails comme ça à gauche, à droite pour que les joueurs me disent c'est quoi ça et que je leur dise je sais pas, ou alors c'est l'épée magique du grand elfe, tu vois. Et effectivement, ça c'est vrai que c'est bien parce que la curiosité, elle a au moins un support. Voilà, ça c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est une très bonne solution. Donc ça peut être une réponse à la question. Et par rapport à la deuxième partie, la narration partagée. Ben, ça, le problème, c'est que moi, en tant que MJ, j'ai trop du mal avec ça. Alors, je connais cette personne, hein, peut-être que c'est un très bon conseil pour elle, mais j'avoue que voilà, il y a des MJ un peu psychorigides et j'en fais partie malheureusement. Et donc, du coup, je sais pas. Ça dépend un peu des gens, quoi. Ça. Et puis des fois, ça semble super artificiel à certaines personnes. Par exemple, moi, quand je suis en train d'explorer, enfin, quand je suis en train d'inventer des trucs sur ce que je suis en train d'explorer, j'ai plus l'impression d'explorer. Je vais pas dire que ou que j'aime pas, mais si la promesse un peu c'est l'exploration, j'ai plutôt envie, en tant que PJ, de poser des questions, en fait, que de répondre aux questions. Ouais, et ça me dérange pas, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit artificiel, sauf si... En fait, sauf si t'as rien à dire, mais attends, j'essaie de réfléchir à ce que moi je trouve artificiel. Réfléchis. Vas-y. En fait, je crois que ce qui va faire que c'est ma marotte, hein, c'est horrible, je reviens toujours à ça. Mais je crois que ce qui va faire que je trouve que c'est artificiel l'exploration, c'est quand je sais que je suis dans un scénario, je sais que le MJ a envie de me donner l'info, je sais que c'est le seul moyen d'avancer dans le scénario, d'avoir cette info, et d'un seul coup, toute cette phase m'intéresse moins, tu vois. Oui, mais ça t'a haine profonde pour les scénarios. Ça se soigne pas, hein, en plus. Mais je suis un peu, enfin, c'est pas que je suis d'accord, mais j'ai tellement, enfin, à mes débuts en tant que joueur et MJ, j'ai tellement fait de linéaire et j'ai déçu beaucoup de gens et j'ai été déçu moi-même que je te rejoins là-dessus. Hein. Je te rejoins assez là-dessus. Dès que j'ai le sentiment d'être un peu sur des rails, tu te demandes en fait ce que tu fais là, quoi. En fait, tout simplement. Ouais, et puis c'est à ce moment-là en fait que tu sens que c'est artificiel parce que d'une certaine façon, tu sais que le détail saillant que t'a donné le MJ, il veut absolument que tu ailles le voir. Et donc en fait, quand il demande qu'est-ce que tu fais, c'est à partir de ce moment-là où tu te dis pourquoi tu me demandes qu'est-ce que je fais. Parce qu'en fait, tu sais que je dois aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais non, mais parce que attends, parce que en fait, ça dépend. Parce que là, on parle d'un détail saillant, mais il y a un S dans la question. Il y en a même deux puisqu'il y a deux mots. Et en fait, du coup, là, tu parlais de scénario. Hein, parce que je vais défendre un peu les scénarios, sinon personne va les défendre. Et finalement, le scénario en question, il a 1, 2 ou 5 conclusions, tu vois. Si la fin du scénario est ouverte, il n'y a peut-être pas un détail saillant,
Il y en a peut-être justement plusieurs. Et c'est le choix des joueurs qui va influencer le truc. Alors, qui va influencer justement l'avancée, tu vois. Alors, ça semble un peu limité parce que c'est vraiment, tu choisis option A, B ou C, mais c'est un outil comme un autre quand même pour raconter des histoires dans ce genre de situation, quoi. Ouais, Donc, je pense pas t'avoir convaincu, mais quand même, c'est important quand même de le noter. Si, en fait, là où ça peut devenir plus intéressant, même si c'est un scénario relativement linéaire, c'est comme tu disais tout à l'heure, je pense, on n'en a pas assez parlé de ça, Nef. Quand tu disais, si pendant l'exploration, il y a des enjeux de temps, de danger, etc., là aussi, c'est moins artificiel, parce qu'admettons, il y a des détails saillants, donc il y a une statue, il y a un coffre, il y a un machin, il y a un truc. Moi, je vais poser des questions pour potentiellement éviter des dangers, tu vois. Alors, par exemple, je fais, est-ce que le coffre, j'inspecte le coffre et tout. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que le coffre, je sais pas, il était relié à une chaînette qui est reliée à un système d'engrenage qui va déclencher une alarme, tu vois. Donc à ce moment-là, les questions que je pose me permettent d'éviter le danger. Et si j'ai le sentiment dans ce scénario que le fait, par exemple, que dans la scène suivante, j'ai réussi à éviter les gardes, et donc je les ai pas tués, et donc le fait de faire sonner cette cloche pourrait réattirer les gardes. Si j'ai le sentiment que dans la scène précédente, ça aurait pu se passer autrement, et que j'aurais pu tuer les gardes, et qu'à ce moment-là, faire sonner la cloche, ça aurait été moins grave. En fait, c'est dans le maillage, en fait, le fait que tout potentiellement puisse avoir des conséquences, que d'un seul coup, chaque chose devient intéressante. Si j'ai pas beaucoup de temps devant moi, et que j'ai 3 trucs à inspecter, genre je sais que dans 2 minutes, la porte derrière moi va céder, d'un seul coup, le fait de choisir d'inspecter une de ces choses ou d'en inspecter une autre devient beaucoup plus intéressant. Donc après, derrière peut se cacher une forme d'illusionnisme, mais qui, quand il est bien fait, on ne s'en rend pas compte, même si je déteste ça, qui fait que peu importe le détail auquel je m'intéresse, je vais avoir le même indice. Bon, ça c'est encore un autre débat, je vais pas rentrer là-dedans. Ouais, non, mais ça c'est fourbe en plus, c'est pas bien de faire ça. Enfin, et puis, pas ça les enfants. Et puis quand tu dis il y a plusieurs détails saillants, c'est aussi que l'exploration, ça peut être... en fait, ça devient, pour le MJ, je pense, ça devient chiant quand tu sais que tu dois absolument donner le truc aux joueurs. Ils ont pas d'urgence, donc en fait, ils font que poser des questions à répétition jusqu'à avoir la bonne réponse qui leur permet d'avoir le truc. Par exemple, tu dis, il y a une statue. Ouais. Je fais, ok, je vais voir la statue. Ok, t'es devant la statue, elle ressemble à ça. Ok, je regarde s'il y a un bouton sur la statue. Tu regardes où? Au niveau du pied. Tu vois qu'il n'y a pas de bouton au niveau du pied. Alors qu'il n'y a pas d'urgence, tu vois. Donc en fait, je peux juste dire, je vais tout essayer, quoi. Justement, tu vois, ça me fait penser à un truc. Je fais une petite parenthèse. Je dévie un tout petit peu. Mais pour parler des énigmes, moi j'aime bien les énigmes sur un type comme ça, quoi. Et j'aimerais bien pouvoir en mettre. Enfin, j'aime bien en mettre dans mes jeux de rôle. Mais le truc, c'est qu'effectivement, en fait, les énigmes dans les jeux de rôle, c'est de la merde. Parce que, tu vois, si tu penses à une énigme un peu basique de jeux vidéo, voilà, je sais pas, il y a un code avec rouge, bleu, vert, et tu dois trouver le bon code. Ça, s'il n'y a pas d'enjeu de temps dans le JDR, ça n'a aucun intérêt. Ça ne vaut rien, puisque le joueur va juste te dire, j'essaye tout, très bien, t'as essayé tout, ça marche. Donc ça vaut le coup, justement, quand même, de créer de la pression, pour justement que le joueur soit obligé de faire des choix qu'il pourra regretter ou non, quoi. Et je pense, par exemple, tu vois, pour prendre la vague de l'énigme, que sur, tu vois, un truc où c'est genre une combinaison à rentrer, à chaque échec de la combinaison, donc déjà t'as du temps, et en plus à chaque échec, potentiellement tu déclenches un piège, un truc comme ça. Parce qu'aussi dans les trucs d'énigmes comme ça, souvent le problème c'est que tout le monde n'aime pas résoudre des énigmes, et en fait s'il y en a un qui adore résoudre des énigmes, et du coup il va se refermer sur lui-même dans sa tête, et réfléchir à l'énigme, et c'est lui qui va la trouver à la fin, alors que les autres, ils sont moins bons, tu vois. Enfin, il y a un truc, en fait, d'un seul coup, de player skill, mais genre, on va dire, aggravé, entre guillemets, dans ces moments-là. Oui, non, ça c'est vrai. Ça, c'est un peu... c'est le côté dark des énigmes dans le JDR. Le dark énigme. Mais... ouais, et puis après, un autre truc par rapport aux détails saillants auxquels je pense, c'est aussi que, potentiellement, tu vois, genre, admettons, il y a... en fait, il faut rendre la scène intéressante. Si, par exemple, il y a une statue, qu'en bougeant la statue, j'ouvre une porte secrète. Pour bouger la statue, j'ai besoin d'une clé qui est dans un bureau. Et la porte secrète, c'est une cheminée. Tu vois, on va essayer de se mettre en situation. Je peux dire, vous entrez dans une pièce, il y a un bureau un peu cossu, voilà, sûrement un truc d'ébéniste, un peu bourgeois, je sais pas quoi. À côté, il y a une statue qui représente, je sais pas, le buste d'un homme fier, machin, et il y a le feu de cheminée qui crépite encore, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites? Là, en fait, chacun des joueurs, normalement, va peut-être pouvoir se répartir sur un truc. Et donc,
participer à récolter des petites infos, et lorsqu'on va les mettre en commun, il va se passer quelque chose. Donc en fait, c'est pas tellement une énigme, mais si par exemple dans le bureau, je considère qu'il y a un tiroir qui a un double fond, ben le joueur smart, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas de la physique quantique, tu vois, de se dire ah j'ai vu quelques films et des fois il y a un double fond, tu vois, dans un tiroir. Et genre il y en a un qui va essayer ça et ça va le récompenser de faire ça. Et peut-être que en trouvant la clé, il va permettre de faire tourner la statue. Là où l'autre, en fait, pendant ce temps-là, pendant sa petite scène à lui, il aura dit j'inspecte la statue et je fais, tu vois qu'il y a une encoche à un endroit de la statue. Et en fait, à ce moment-là, les joueurs ils vont rassembler chacun les petits bouts du truc. L'autre il sera allé voir la cheminée et on va dire bah tu vois que la cheminée il y a une sorte de rainure. T'as l'impression que il y a quelque chose derrière, tu vois, j'en sais rien. Et en fait, bon, c'est pas on n'a pas inventé l'eau chaude, on n'a pas fait des trucs super complexes, mais on a tous interagi à ce moment-là en faisant des trucs dans la scène. Et si, en gros, cette scène, c'est une pièce dans le donjon ou une pièce dans le manoir, que c'est pas juste l'une des étapes d'une longue ligne de scènes qui s'enchaînent, là, ça lui donne de l'intérêt. Parce que ça veut dire qu'on peut le rater, ça. Et que, en gros, si on n'avait pas cherché, on aurait pu rater un truc. C'est là où l'exploration, ça devient intéressant. En fait, l'exploration pour découvrir des trucs qu'on va forcément découvrir, c'est là où ça perd tout son sens, en fait, pour moi. Si dans chaque pièce, il y a des petits trucs à découvrir et tout, et il y a des dangers, etc. C'est là où l'exploration prend tout son sens. On va dans une pièce, on essaie de la résoudre. Et donc, c'est dans tout le reste de l'écosystème que l'exploration prend son sens, en fait. Bah, du coup, des enjeux, en fait. Alors, est-ce que ça répond réellement à la question? Mais oui, je pense, parce que c'est avec ces éléments-là, de la pression, donc, extérieure, donc un monstre qui vous poursuit, du temps qui coule, et puis des enjeux, comme tu l'as indiqué à l'instant, c'est ça en fait qui pousserait en fait les joueurs à poser des questions et à chercher par eux-mêmes. Et du coup à éviter le jet de perception bon, là il est question d'éviter les détails saillants, mais en fait je pense que ça vaut le coup quand même de décrire avec une petite ligne quand même l'endroit où sont les joueurs. Voilà, je faisais un petit bilan en fait de ce qu'on avait dit en fait. Hein. Est-ce que tu as un souvenir Le truc, c'est que je te pose une question à laquelle moi je pourrais pas répondre parce que elle est difficile en fait, cette question. Est-ce que toi tu as un souvenir d'une expérience de jeu de rôle ou d'exploration que tu as trouvé particulièrement satisfaisante? Parce qu'on a dit un peu qu'est-ce que tu aurais trouvé artificiel. Est-ce que tu as un exemple de truc où tu te dis ah ça c'était bien? Ben, j'ai un exemple, je sais pas si c'était bien, mais c'était vraiment intéressant. C'était il y a très longtemps pour le coup. Mais on arrivait à la fin d'un donjon, je sais plus exactement pourquoi, et on se retrouvait face à une machine magique et on devait la faire fonctionner. Sauf que on n'avait pas les moyens en tant que PJ, hein, pas nous les joueurs, mais de comprendre en fait ce que c'était, parce que c'était beaucoup plus compliqué que qu'on avait pu rencontrer auparavant. Quoi. Et le MJ nous expliquait ça, il nous décrivait l'objet en fait. Enfin, la machine, parce que ça prenait une pièce entière, une sorte de moteur, je crois. Enfin, il nous expliquait en fait le fonctionnement de la machine, mais avec des mots très simples, à la hauteur de la compréhension des PJ, quoi. Et c'était dur, mais c'était intéressant, quoi. C'était dur, mais c'était intéressant. Alors, est-ce que c'était bien? Parce que c'était ça ta question. Je ne sais pas. Je pense que ça aurait pu être amélioré, en tout cas. Mais j'ai bien l'idée, quoi. De se retrouver donc face à un élément au-delà de notre compréhension et devoir tâtonner, tourner autour, poser des questions, qu'est-ce que c'est que ça, où ça va, etc. Tu vois, ça c'était pas mal, c'était pas mal. Est-ce qu'il y avait de la pression? Je ne sais plus parce que comme je te dis c'était il y a 10 ans, donc faut pas m'en demander trop. Mais j'avais bien aimé ça, ouais. Voilà. C'est intéressant, je pense que ça termine bien la boucle parce que c'est typiquement le genre de truc où il y a des gens, ils trouvent ça horrible. Donc c'est encore une fois pour dire que c'est subjectif. C'est-à-dire que t'as des gens, ils disent qu'ils n'aiment pas du tout l'expérience point and click du jeu de rôle, entre guillemets. Là où là tu donnes bien l'exemple que il y a des gens qui kiffent ça, quoi. mais au-delà de ça, c'était inséré dans le jouet depuis 6 mois. Et c'était la fin. En fait, on essayait de découvrir des forges d'un dieu, etc. Donc c'était, en fait, on était motivés, tu vois. Et ça donnait, il y a tout qui prenait corps aussi dans ce truc-là, parce que c'était la machine qui était construite par justement le forgeron divin là. Et donc c'était assez cool. Ça rajoutait aussi de l'intérêt, parce que on aurait eu ça en début de partie. Je pense que on aurait moins apprécié en début de campagne, pardon. On aurait moins apprécié. Mais comme quoi.
le fait d'être motivé et le contexte qui englobe tout ça, ça change tout. Ça change tout. En fait, j'ai un exemple. Du coup, parce qu'en ce moment, je joue avec une connaissance en commun, Nef. Je joue avec Régicide et il nous fait jouer plus ou moins donc son truc de brigandine qui nous avait fait jouer d'abord en one shot et toi t'étais là d'ailleurs, où il y a une fameuse Bastide. Et la première fois où il nous l'a fait jouer. Moi, un truc que je reprochais un petit peu au machin, c'est que je sentais trop que tout le premier scénario, c'était cette fameuse introduction de campagne, où en fait, on est un peu obligé d'aller à la Bastide d'une certaine manière, et il se passe un événement là-bas, et ça me semblait artificiel. Maintenant, je rejoue le même truc, j'ai trop envie d'aller à la Bastide. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé que l'objectif de mon personnage, c'était de rencontrer un PNJ. Ce PNJ, il est capturé à la Bastide. Je sais que ça va être ultra galère de rentrer dans la Bastide. Je sais que je pourrais aussi... En fait, c'est surtout ça qui est important. Je sais que je pourrais décider de faire quelque chose de complètement différent. Sauf que là, parce que j'ai choisi mes objectifs et parce qu'il y a tout plein d'options et que je vois qu'il y a une carte avec des hexagones et avec différents endroits, différentes factions, potentiellement à la rencontre desquelles je pourrais aller, bah en fait... Le fait de voyager, d'aller dans des nouveaux endroits, d'essayer de trouver des ressources pour accomplir mon objectif qui est d'entrer dans la Bastide, etc., etc. Donc d'explorer, on ne parle pas vraiment d'exploration de scène comme on en parlait jusqu'à maintenant, donc c'est un petit peu différent. Mais en fait, d'un seul coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant et je sais que quand je vais arriver à la Bastide, je vais avoir envie de poser des questions parce que je sais que ça va être compliqué d'entrer dans la Bastide. Et comme je sais que c'est pas le seul objectif de la campagne, je sais, en tout cas j'espère, je ne sais pas encore, mais je pense que il n'y aura pas, comme par hasard, un petit passage secret pour rentrer dans la Bastide parce que c'est le scénario. Je vais me retrouver devant la Bastide et je vais poser des questions de genre, est-ce que j'ai l'impression que les fortifications, elles sont un peu abîmées à un endroit ? Est-ce que j'ai l'impression que les tours de garde, ils se font bien ? Et il y aura probablement des jets de dés qui vont me donner des réponses à ces questions. Peut-être des jets de réponses oui-non, tu vois, genre, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une ronde ? Est-ce qu'il y a une fête ce soir ? Est-ce que les gardes... Et en fait, je pose des questions sur le monde. Donc c'est de l'exploration. Ouais, complètement. Et là, ça devient trop intéressant, quoi, parce qu'en fait, j'essaye d'échafauder mon truc dans ma tête, et je sais que je dois pas trouver en fait exactement l'indice qui est prévu pour que je passe à l'étape suivante, et que le MJ va finir par me donner, tu vois, en fait. Et donc. Non, mais du coup, ça c'est bien parce que se rajoute à tout ce qu'on a pu dire auparavant. Le drive du joueur, j'ai pas le mot en français, je suis désolé, tu m'excuses, mais la volonté, l'envie, le désir du en fait de réaliser des objectifs. Mais alors ça dépend aussi du mode de jeu. Parce que là, toi, tu es en mode sandbox, j'imagine. Yep. Du coup, ça t'offre cette possibilité du coup, de pouvoir imposer ta volonté au scénario, entre guillemets. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool parce qu'au final, ce qui est demandé aussi ici, c'est... je sais pas, en sous-texte, peut-être que je me trompe, mais justement, comment faire pour que les joueurs participent à la description de ces phases d'exploration, en fait, tout simplement. Et je pensais à un dernier truc, décidément, cette question, on l'aura tenu longtemps, mais c'est probablement parce qu'on l'a remué dans tous les sens. Je pensais à un autre truc par rapport aux énigmes, et même par rapport à une sorte de forme d'exploration aussi, en partant du principe que justement, il y a des joueurs que ça intéresse, des joueurs que ça intéresse moins, tout ça. Tu vois, je me dis, par exemple, un truc en exploration qui parfois peut être saoulant, et moi, j'en mettais dans la Shadowmarch, c'est des documents à lire, tu découvres des bouquins, des machins, et quand vous, par exemple, vous fouillez un truc, le bureau d'un PNJ, je pourrais vous dire, il y a un bureau, il y a une bibliothèque. Et donc toi, tu me dirais, ok, je vais lire les livres de la bibliothèque. Et là, si je commence à te lire à voix haute tous les livres de la bibliothèque, etc., ça peut devenir chiant. Pourtant, ça donne de la profondeur et de l'intérêt à s'intéresser à chaque petite chose, tu vois. Et en fait, je me dis qu'il y a peut-être aussi un autre truc à réfléchir parfois, c'est quand mes PJ découvrent des lettres ou des bouquins, tout ça. Si j'en ai la possibilité, je peux aussi leur filer, si on joue à distance, sur Discord et ils le lisent entre les parties. Tu vois, les énigmes, c'est pareil. Tu pourrais leur filer une énigme. Je pourrais te filer une énigme ultra complexe, Nef. Bon, moi, je sais pas créer des énigmes, mais si j'en trouvais une sur Internet, et je te dis, quand tu l'auras résolue, tu découvriras un truc sur l'univers dans lequel on joue. Et puis je te dis, tu peux la faire quand tu veux, tu vois. Et en fait, on imagine que tu l'as fait au campement, etc. Et ça tombe, toi, entre les parties, ce serait un truc que tu kifferais faire. Encore une fois, je pense que c'est vachement subjectif et qu'est-ce qui marche avec qui. Et d'ailleurs, je pense que le jet de perception, moi, pendant un moment, j'étais en mode, ouais, c'est pas toujours le meilleur truc. Mais de plus en plus, en ce moment, je repars sur des systèmes un peu plus crunchy et j'y retrouve de l'intérêt au jet de perception parce que en me disant que je joue pour voir ce qui va arriver,
je me dis, ça me dérange pas du tout que mon perso il passe à côté de certains trucs, parce qu'en fait, ce qui me compte pour moi en ce moment le plus, c'est d'avoir l'impression d'être mon personnage. Pas d'avoir. Et donc, de me dire, mon personnage, ça tombe, c'est vraiment pas le mec le plus subtil. D'ailleurs, moi, dans la vraie vie, quand on me dit, hey, il y a une montgolfière dans le ciel, je la vois jamais parce que je suis bigleux. Tu vois, et je me dis, bon, bah, si je rate des trucs, mais que je sais que c'est pas grave, parce qu'en fait, je peux faire plein de trucs et genre, je suis dans ce monde, etc. Si je rate un jet de perception qui me fait rater un truc, je me dis, ok, mon mec, il a juste raté un truc et c'est pas grave, tu vois. Et on continue à jouer. Là, effectivement, ouais, effectivement. Ouais, non, je suis là, là-dessus, je te rejoins. Par rapport à ce que tu disais avec les documents, bon, ça pour moi, c'est un bonheur, mais encore une fois, ça dépend des joueurs. Les énigmes entre sessions, je suis pas sûr. Mais ça peut être amusant peut-être pour certaines personnes, mais j'avoue que je sais pas, je trouve ça un peu artificiel pour le coup. Merde, je pensais que toi t'aimerais bien. Dommage. Désolé. Est-ce qu'on passerait pas à une nouvelle question? Ouais, pourquoi pas. De toute façon, ça va être dur là. On l'a vraiment essoré cette. Ouais, tu nous diras Sweepy Jack si on est passé complètement à côté du truc. Ouais, j'imagine que oui, mais bon, c'est pas très grave. On a fait un effort au moins. Voilà. Je pense que j'ai une question qui va te plaire. Parce que c'est un peu world building et tout. Elle m'a plu la question là. J'aime les questions de toute manière en règle générale. Non, j'arrête. Vas-y. Je sais plus qui c'est par contre parce que je l'ai récupéré de YouTube et je l'ai copié-collé dans le Discord. Donc, je vais la lire à voix haute. Je suis en train d'écrire un système de magie car je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les jeux que je connais. Et j'aime aussi que les joueurs ne connaissent pas la magie pour pouvoir la découvrir en jeu comme dans un livre. Tu as mentionné récemment que les listes de sorts c'est pas ton truc, or c'est très revendu. Enfin oui, c'est très courant, on va dire. Quels sont tes goûts en matière de magie au niveau world building, mais aussi mécanique de jeu? Y a-t-il des jeux dont tu apprécies le système de magie? Est-ce que ça te parle, Nef? Bah oui, ça me parle. Moi, j'adore la magie. Je suis fan de magie. Et donc, ouais, ça me parle complètement. Après, voilà, moi, liste de sorts, j'ai pas de souci en tout cas avec ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes de magie qui m'intéresseraient plus, mais que je trouve assez difficile à mettre en place. J'aime beaucoup la stat de volonté, parce qu'elle est présente en fait dans Hearthstone, un jeu auquel j'ai vraiment beaucoup joué, et dont la magie aussi est un peu spéciale. Alors, il y a des listes de sorts, évidemment, mais il y a tout un délire avec la magie des noms, et le fait en fait que tu peux influer sur... tu peux lier en fait des objets du monde physique à la trame astrale en nommant ces objets. Alors, c'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais bon. Du coup, c'est assez intéressant. Et par rapport à la volonté, pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien ce délire de se dire, en gros... déjà, nous, en tant qu'êtres humains... Désolé, hein, tu m'as lancé, je vais pas m'arrêter tout de suite. Mais par contre... Mais tu vois, nous, en tant qu'humains, déjà, on agit. On a notre volonté propre et on essaie de faire des trucs, en général, survivre, et puis qu'on a le temps de faire autre chose, quoi. Et dans un monde où il y a de la magie, du coup, cette volonté, elle pourrait te permettre, justement, de tordre la réalité. Ça, c'est un truc dont je parle beaucoup à chaque fois. Et donc, dans l'idéal, c'est vrai que j'ai ce fantasme, sans jamais être vraiment arrivé à le faire, d'avoir un système de magie basé, du coup, sur la volonté des PJ et leur donnant, du coup, la possibilité d'interagir sur le monde. Alors, le truc, c'est que, voilà, quand tu lances une boule de feu, c'est déjà le cas. Mais en fait, être vraiment en freeform, dire, voilà, je sais pas, le joueur, il a sa stat de volonté, il dit, j'ouvre une porte dans le mur, par exemple. Il jette son dé, ça réussit, ça rate, etc. Je trouve que ça peut être assez intéressant. Mais ça peut être aussi super casse-gueule. En tout cas, c'est la crainte que j'ai. Parce que, je l'ai quand même un peu tenté, ça s'est bien passé, mais c'était des parties un peu spéciales où il y avait juste un PJ. C'était PJ MJ, quoi. Donc, c'est plus facile à tenir, quoi, que quand on a 4, quoi. Donc, ce serait un peu une magie freeform? Ouais, c'est ça, complètement freeform, ouais. C'est ça. Et alors, moi, effectivement... En fait, c'est pas tellement que les sorts, c'est pas mon truc. Mes goûts évoluent, en fait. Moi, ce dont je me suis rendu compte un peu par exemple, dans la Shadow March, on va dire, dans des jeux un peu D&D-like, c'est que, entre guillemets, mon problème avec les sorts, je trouve, c'est que ça devient un peu un outil que tu fais par automatisme et donc ça finit par lui enlever de la magie. Je m'explique. La première fois que tu lances ton sort pour devenir invisible, c'est stylé. Mais la 4e fois où tu lances ton sort pour devenir invisible, c'est moins stylé. Et en fait, comme ton système de référence en tant que magicien, c'est ta liste de sorts, tu peux pas faire autre chose que ce que propose ta liste de sorts. Et donc, au bout d'un moment, typiquement, ça devient vraiment une ressource tactique. Par exemple, dans la Shadow March, toi, avec Églantin, tu pouvais lancer des sorts d'invisibilité. Ça fait que, en fait, dès que tu as le sort disponible et que t'es frais et dispo et qu'une occasion se présente, en fait, c'est une sorte d'automatisme de lancer invisibilité sur... je me souviens plus du nom du gobelin, mais du personnage de Nat. Oui.
J'ai oublié moi aussi. Grimm. Grimm. Tu vas leur rendre invisible Grimm, etc., etc. Et en fait, ton sort, entre guillemets, va plus ou moins venir s'imbriquer dans une sorte de séquence mécanique et va devenir, entre guillemets, de moins en moins intéressant. Et on va retrouver un petit peu ce sentiment de magie quand tu vas avoir un nouveau sort et que tu vas l'utiliser pour la première fois. Mais voilà, au bout d'un moment, ça peut devenir un petit peu mécanique. Et en fait, aussi, ça, c'est induit par le fait qu'on va dire que la part... Il y a du risque à lancer des sorts dans Shadow Dark. Hein. Le premier risque, c'est de perdre ton sort, que ça marche pas. Donc c'est un risque, on va dire, purement mécanique. C'est-à-dire que tu perds la ressource de ce sort. Mais tu dors et tu le récupères. Donc en fait... c'est pas dans certaines situations c'est terrible parce que tu avais vraiment besoin de ce sort là maintenant quand tu fais des rencontres un petit peu au jour le jour et qu'en fait tu dors fréquemment, etc., qu'on n'est pas dans du dungeon crawl, une situation genre vraiment intense où tu as besoin de lancer des sorts très très fréquemment, bah en fait à chaque fois, tous les jours, quand tu vas faire une rencontre en voyageant potentiellement, tu vas avoir tous tes sorts de disponibles. Et voilà. Donc c'est ce genre de truc-là que j'aime pas trop. Et là où je trouve que la magie, elle reprend son sens un petit peu, c'est quand c'est moins inactivable, comme ça, je sais exactement l'effet, paf, paf, paf. C'est quand il y a du risque derrière la magie, mais du risque, on va dire, un peu swingy. En fait, que à minima, tu risques de vraiment t'épuiser de ouf. Et à maxima, il pourrait y avoir une catastrophe ou je sais pas. Et que du coup, en fait, on a l'impression que c'est plus rattaché à la fiction et aux risques, en fait, vraiment dans la diégèse, qui sont liés à l'utilisation de la magie dans cet univers, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je vois ce que tu veux dire, là, un peu comme d'habitude, hein, je suis pas trop d'accord avec la première partie, mais plutôt d'accord avec la deuxième. Parce que là, tu parlais de la magie qui était un peu mécanique, mais en fait, ça se voit en tant que joueur qui regarde le monde de fiction dans lequel tu joues de cette manière, mais dans ce monde de fiction, bah, les PJ, bah, ils font ça parce que la magie, pour eux, c'est un truc qu'ils ont sous la main, tu vois, donc c'est normal que ça devienne un peu utilitaire à la fin, comme je sais pas, c'est comme si tu me disais, ouais, la première fois que tu tires au pistolet, c'est un peu fou, et puis au bout d'un moment, bon, ouais, parce que tu t'y habitues, quoi. Donc ça, bon, moi, ça me paraît un peu normal, surtout si tu le regardes en fait du côté des PJ, quoi, en fait. Et par rapport à la deuxième partie, ouais, alors rappelle-moi ce que tu as dit parce que j'ai dit que j'étais d'accord, mais je me souviens plus en fait. Donc là, j'ai l'air un peu con, tu vois. Ah, en fait, attends, je vais noter ce que je voulais dire, mais j'ai envie de continuer la boucle sur ce sujet. Mais tu vois, donc je te rappelle la deuxième partie ensuite. Mais tu vois, je trouve que la comparaison que tu fais avec le pistolet est justement, c'est justement l'endroit où ça me gêne. C'est-à-dire que en soi, en tant que mécanique de jeu, ça ne me dérange pas. Si je suis dans un univers où je me dis que la magie doit fonctionner comme ça me dérange pas. En fait, on va dire que dans l'utilisation des sorts en liste que mon personnage connaît, etc., je trouve qu'en termes de game feel, ça fait vraiment la magie est une technologie. Magie as a tech, tu vois. Et donc, par exemple, je trouve que le système de liste de sorts me fait presque plus penser mécaniquement en termes de, je sais pas comment dire, de ludonarration, mes couilles. Je trouve que c'est une mécanique qui me ferait plus penser à des gadgets d'un commando, tu vois. La manière dont ça s'utilise. Genre, j'utilise mon champ gravitationnel, j'utilise mon machin, j'utilise mon truc. Ouais. Bah, je trouve que ça ressemble plus à ça. Là où pour que j'ai le feeling qu'on fasse de la magie, j'ai besoin que ça semble un peu plus incompréhensible, un peu plus flottant, un peu plus dangereux, je sais pas comment dire. Et donc en fait, c'est quand même un peu lié au world building, tu vois. Ouais, justement, parce qu'en fait, en général, quand il y a liste de sorts, ça veut dire qu'il y a eu des études magiques qui ont été faites et que les gars, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ben voilà, quand tu récites ce truc-là, ben, ça fait pleuvoir, quand tu fais ça, ça change le champ gravitationnel. Donc, ouais, en fait, il faut se dire, je pense que si tu veux plus du freeform, en plus, enfin, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux, mais si tu veux du freeform et en plus du danger, il faut se dire, à la base, dans mon monde, la magie n'est pas encore comprise. En tout cas, très mal. Mais c'est là qu'elle est magique, du coup. Ouais, pour moi, c'est même, là, je suis pas trop d'accord avec toi parce que pour moi, c'est encore de la magie, même si, voilà, à la fin, tu fais des robots avec ta magie, tu parles de la magie. Ouais, mais si la magie, elle est tellement bien comprise, ça devient juste une sorte de loi naturelle. Et la magie, est-ce que c'est pas un petit peu ce qui défie le naturel, tu vois? Je sais pas. Ça va dépendre du monde. Encore une fois, parce qu'il y a des, ouais. Ouais, non, mais là, pour le coup, je réfléchis. Je pense, je réfléchis un tout petit peu. Je pense conceptuellement, parce qu'en fait, tu pourrais appeler tout et n'importe quoi magie. Mais conceptuellement, le feeling de c'est magique, je dirais que au bout d'un moment, l'armoire dans Narnia me semble plus magique
que Expelliarmus dans Harry Potter, tu vois. Ah ben surtout que oui, ben là tu parles du gun d'Harry Potter, quoi. Le AK-47 de Poudlard, quoi. C'est ça. Mais du coup, ma deuxième partie, ouais, c'était sur... je trouve que... et je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aime bien ce côté... à chaque fois qu'on va lancer un sort, en fait, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc, j'ai envie qu'il y ait... j'ai envie que ça... Là, en ce moment, les systèmes qui m'intéressent, c'est les systèmes où ça rejoint un petit peu ce que tu racontais avec la volonté. Le joueur, en fait, au moment où il va lancer son sort, potentiellement, il va prendre un backlash magique, tu vois, genre de la trame, de je sais pas quoi et tout. Et potentiellement, l'effet, il va être un petit peu plus... il va peut-être pas se passer exactement comme prévu. Et on va aller puiser dans sa fatigue, dans son mental, etc. pour le faire. Et du coup, là, dans ce cadre-là, en fait, je me dis que chaque fois que je lance un sort, il y a vraiment une sorte d'enjeu presque physique pour mon personnage, quoi. Et ça me renvoie plus à des scènes... tu vois, ça me fait plus penser à, par exemple... un personnage comme Ciri dans The Witcher, je sais pas si tu vois. Oui, mais oui, mais j'ai ni joué ni regardé, mais ce truc un peu plus où tu vas chercher en toi, tu vas essayer de pousser la limite et genre on imagine bien la scène où le gars fait non, ne fais pas ça, c'est trop risqué, il fait je dois le faire, je sais pas quoi, tu vois. Là où, si j'ai une liste de sorts, ouais, je vais plus avoir l'impression d'être dans un... mon mec, il a un gun, il a une cape d'invisibilité, etc. Mais en fait, c'est une formule magique. Au bout d'un moment, on s'en fout, quoi, parce qu'on l'a déjà fait 10 fois. Et du coup, aussi... Alors après, tu peux avoir un mix de tout ça, en fait. Il y a tellement de systèmes de magie différents. Hein. Mais, ouais, ça me fait réfléchir, là. Je suis déjà en train d'élaborer un truc dans ma petite tête, là. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre, mais probablement qu'il y a une explication dans le Potterverse des gros nerds d'Harry Potter. J'ai du mal à comprendre, tu vois, au bout d'un moment, ce qui se passe vraiment dans les duels d'Harry Potter, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'un magicien, il est plus puissant qu'un autre c'est parce qu'il tourne son poignet plus vite. Genre... il y a moins ce côté... En fait, c'est surtout parce que t'es bien né, quoi, en général. Enfin, un truc comme ça, pas tout le temps le cas, mais souvent, c'est parce que t'es la personne que tu es, quoi. Mais du coup, tu pensais à quoi, toi, comme système de magie là? Tu disais, ça me fait penser à un truc. Non, ça me faisait pas penser à un truc, ça me faisait élaborer un truc dans mon tête. Pas mal, en fait. J'aime bien cette idée, effectivement, d'avoir un prix à payer. Et donc, en fait, je pensais à des sorts avec une difficulté assez élevée, mais qui pourraient se faire... dont la difficulté pourrait baisser contre des PV ou des points de santé mentale, je sais pas s'il y en a, enfin ça peut être un peu n'importe quoi. Voilà, bon ça c'est assez simple comme idée, mais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Bah, de toute façon, dans l'idée, moi j'aimerais bien pouvoir me passer de la liste des sorts, quoi. Particulièrement aussi parce que quand tu veux faire ton rôle, ton homebrew et que tu veux faire la liste de sorts, c'est chiant en général. C'est vrai. Là, il demande quels sont tes goûts en matière de magie. Moi, là, il y a un jeu qui m'intéresse un petit peu. En fait, je vais commencer par en termes de world building, ce que je trouve stylé, et ensuite je vais essayer d'aller vers la mécanique. Moi, j'adore les rituels païens, les trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est un trope que je trouve stylé, et ça me demande pas tellement de mécanique, d'ailleurs, particulière. J'aime bien qu'il y ait un peu deux types de magie. On va dire que tu aies une magie qui soit ancrée dans le monde, dans ses traditions, un peu presque dans les codes de la réalité, tu vois, genre si j'égorge telle créature sur une stèle en haut d'une colline à telle heure, il va se passer ça, tu vois, genre ça c'est, mine de rien, c'est pas la magie en mode création de personnages, etc. En fait, ça va plus me demander par exemple des jets de connaissances pour connaître les composantes, et ensuite justement ça va mener à des enquêtes, de l'exploration pour trouver les composantes, donc c'est plutôt une sorte de moteur narratif, et en fait finalement tout le monde pourrait le faire d'une certaine façon. Donc ça je trouve que c'est stylé. Et il y a un deuxième pendant que j'aime bien, et c'est celui dont tu parlais tout à l'heure un peu, Nef, c'est cette histoire de nom, tout ça. J'adore l'idée des true names, tu vois. Le fait que les choses aient un vrai nom. Et quand tu découvres le vrai nom de quelque chose, par exemple, ou le langage ancien, par exemple le langage de la création, tu peux commencer à ordonner en fait au monde de changer en fonction de ce que tu souhaites. Et par exemple, y a un jeu qui a l'air de vraiment cocher les cases que je veux. Alors j'y ai pas encore joué et qui va sortir, ça s'appelle The Broken Empires. C'est un jeu de Trevor Devol, le mec de la chaîne Me, Myself and Die, dans lequel le système de jeu, en fait, c'est que tu vas devoir combiner, pour la magie, des binds et des strands. En français, je ne saurais pas très très bien le traduire, mais l'idée, c'est qu'en gros, d'un côté, tu as des verbes, je crois que tu en as 5 ou 6, et en face, tu as plus ou moins des éléments, tu vois. Donc, par exemple, les verbes, ça va être conjurer, détruire, changer, etc., etc. C'est des compétences. Un peu comme les écoles de magie, du coup. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et en fait, c'est des compétences, c'est un jeu à descent. Et en face, t'as d'autres compétences qui sont donc les strands. Et genre, par exemple, ça va être Beast,
Fire, Spirit, etc. Donc par exemple, si je veux écouter les pensées de Nef, il faudrait que j'ai une bonne compétence en Witness. Donc ça, c'est ma Binds, c'est le verbe. Et en face, il faudrait que j'ai aussi une compétence en Spirit. Et en gros, je sais pas encore exactement comment ça marche puisque c'est pas encore sorti. Mais je vais, avec la combinaison de ces deux mots que je maîtrise plus ou moins bien, je vais pouvoir dire, ok, j'essaye de lire les pensées de Nef. Là, le MJ, il va me dire quelque chose comme ok, en fonction par exemple de si Nef, le personnage, toi, t'es un archimage qui a des bonnes défenses mentales, ou t'es un pégu, ou j'en sais rien, il va y avoir peut-être une difficulté plus ou moins complexe. Et dans le world building aussi, il y a cette idée un peu qu'on retrouve souvent de, entre guillemets, la trame. Je crois que c'est dans quoi déjà? Je crois que c'est dans Mage l'Ascension, où en fait ton sort, il est plus risqué. En gros, c'est un peu comme si tu étais dans la matrice, et la matrice, elle peut se rendre compte que tu crées un bug, tu vois. Et donc plus ton sort il est discret, moins t'as de risque, en gros, de te prendre un gros contre-coup magique. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une rivière, et que moi je veux juste en dériver légèrement le cours, finalement, un observateur extérieur, pas très attentif, il le verrait peut-être pas trop, et donc c'est moins risqué que si je décide de faire apparaître un élémentaire d'eau en forme de fusée au milieu du désert. Là, a priori, la trame va se rendre compte que je suis en train de complètement déformer la réalité et je vais prendre beaucoup plus de risques. Ah, c'est marrant ce que tu racontes parce que ça m'est arrivé, figure. De changer la trame de la réalité? Non mais en jeu, parce qu'on voulait faire un canal, tu vois, exactement ce que tu viens de raconter. On voulait faire un canal et on était un élémentaliste et un sorcier. Et donc on s'y est pris avec beaucoup de magie. On a levé des armées d'élémentaires, etc. Et déformation de la trame, bon ça c'est évidemment... Et du coup, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est parce que là tu parlais d'un effet mécanique, mais en fait cet effet, il n'est pas besoin forcément d'être mécanique, parce que là le MJ, au bout d'un moment, il se dit, bon, à force d'utiliser la magie à cet endroit-là, vous attirez, bon pour le coup c'était un dragon qui habitait pas loin, mais... c'est quelque chose qui est déjà présent en fait et qui peut de toutes les manières, qui n'a pas besoin forcément d'être mécanisé. Là. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, je pense que il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de manières de le faire qui satisferont différentes attentes de jeu. En tout cas, moi, voilà pour mes goûts. Mais toi, quand tu parlais de Hearthstone sur lier un nom à un objet, etc., ça m'avait pas l'air d'être exactement ça. C'était quoi en fait, toi? Non, alors c'est pas du tout ça, mais ce que tu m'as présenté là m'intéresse beaucoup, hein, parce que justement, on ouvre un peu la porte freeform. Alors peut-être en le cloisonnant entre guillemets, toujours parce qu'il y a quand même cette idée un peu d'école de magie, même si c'est un peu dissimulé. J'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas testé moi non plus, donc là je parle sans savoir. Donc j'arrête. Et par rapport à Hearthstone, non, ça se passe pas comme ça, mais c'est qu'en fait tu vas pouvoir, en fait tu te lies aux objets. Par exemple, la magie est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même le guerrier, il est magicien. Il utilise la magie seulement, par contre, pour se battre, pas comme l'élémentaliste qui lui va l'utiliser pour maîtriser les éléments. Et si un jour le guerrier trouve une épée et que il enchaîne les exploits avec cette épée, il peut la nommer. Il aurait pu la nommer au préalable ou le faire après, mais qu'importe, il peut la nommer. Et au bout d'un moment, il va pouvoir dépenser de l'XP dans cette épée pour lier sa trame à la trame de l'épée. Et à partir de ce moment-là, du coup, il peut l'enchanter quelque part. Enfin là, je simplifie un petit peu parce que c'est pas expliqué comme ça dans les bouquins, évidemment, mais en gros, à la fin, ça revient un peu à de l'enchantement. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'aime beaucoup ça, en fait, que la magie soit pas limitée aux magiciens. Ça, c'est un truc qui me plaît quand même beaucoup. Voilà. Ok, ouais. En fait, et dans la diégèse, en fait, bon, peut-être que c'est trop compliqué pour expliquer comme ça, mais du coup, ça raconte quelque chose. Est-ce que, par exemple, on est dans une sorte de... Tu vois, le fait que ce soit le fait qu'un individu qui se serve de l'objet, qui puisse se lier à celui-ci et finir par lui donner des pouvoirs, ça me donne une sorte d'impression qu'il y a une sorte de métaphysique qui dit qu'on est dans une sorte d'histoire, en fait, et que plus on se sert d'un objet, plus il a une importance dans l'histoire, mais ça n'a peut-être rien à voir. Si, mais de toute façon, comment expliquer parce que je suis pas sûr d'avoir compris, mais oui, il y a un truc comme ça, parce que, en fait, la façon dont c'est expliqué dans Hearthstone, c'est très compréhensible, parce qu'on fait déjà ça, tu vois. Par exemple, moi, j'ai un chat. Je sais que tu adores les chats. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et je l'ai nommé, en fait, mon chat. Et du coup, c'est plus n'importe quel chat. Alors, ça paraît complètement con, hein, ce que je raconte, mais c'est vraiment le cas. Et donc, il n'y a pas de trame magique, évidemment, dans notre monde, mais n'empêche que, dans mon esprit, ce nom, que je ne citerai pas, parce que je n'ai pas envie de doxer mon chat, il renvoie directement à cette image-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et donc, finalement, en fait, là, dans ce monde magique,
le fait que j'ai nommé mon chat, c'est pas juste dépendant à moi. En fait, c'est pas juste dans mon esprit. Ça va le lier à la trame générale du monde. En fait, ça, on Ok, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans The Broken Empires, on est plutôt dans un truc où, en fait, les binds et les strands là dont je parlais, ce sont des mots de pouvoir. Donc en fait, c'est ça en termes de diégèse, c'est qu'il y a des mots de pouvoir. Donc à mon avis, dans l'univers, tu peux très bien imaginer. Tu vois, c'est pas vraiment des écoles de magie. C'est le fait de connaître le mot te donne la capacité de l'utiliser, et après il y a ta volonté, tout ça qui entre en jeu. Donc c'est pas un univers avec des écoles de magie, c'est plus et avec des sortilèges, tout ça. On peut imaginer, tu vois, que les mots en fait c'est un peu, je sais pas comment dire, à la Eragon, tu vois, genre ou comme des runes un peu. Alors que toi, donc il y a le thème du mot qui est là. On va dire que c'est plutôt des mots rares, anciens et qui sont porteurs de puissance. Alors que toi, là, c'est plus un truc qui vient plus toucher au pouvoir divin, finalement, presque, de nommer les choses. En fait, les choses existent, et c'est l'homme, en fait, qui, en les nommant, leur donne un sens supplémentaire. Et, ouais, tu vois, en fait, il y a toujours un peu un truc philosophique derrière la magie, et quand, et quand ça transparaît pas, je trouve que ça la rend un peu plus faible, quoi. Par exemple, là, toujours avec cette histoire de trame magique, imaginons qu'il y ait une épée, Durandal, par exemple, on sait pas où elle est. Déjà, on pourrait la retrouver dans la trame si on était un magicien très puissant, et donc la repérer dans le monde physique. Mais si elle avait été détruite, on pourrait la recréer, tu vois, à partir du fait que les gens connaissent son existence, elle est légendaire, donc par une manipulation de la trame, on pourrait la refaire apparaître dans le monde. Alors, est-ce que ça serait la même ou pas, ou une deuxième, ça c'est autre chose. Et je rajoute un autre truc aussi, parce que ça c'est intéressant, dans cet univers-là, d'ailleurs qui est en fait le passé de Shadowrun aussi, voilà. Dans cet univers-là, en fait, les dieux, alors, il n'y a pas des dieux, ils appellent ça des passions. Et en fait, les passions existent parce que les gens y croient. Mais du coup, les gens y croient, en fait, ils vouent un culte à la nature, etc. Ils finissent par lui donner une forme, un nom, et du coup, une existence dans le monde physique. Ouais, donc c'est vraiment lié à la volonté, quoi. Alors après, pour donner plus un petit balayage rapide à celui qui a posé la question, donc on ne connaît pas le nom. En termes de mécanique, je pense à d'autres trucs. Je pense que les jeux du type les jeux de Son of Oak Game Studio, là, genre les City of Mist, Tokyo's Ourscape et Legend in the Mist qui vont sortir, où on a un jeu vraiment avec des traits et on combine nos traits pour avoir plus de chances de réussir nos jets de dés, etc. C'est très propice à faire plus ou moins tout et n'importe quoi facilement, parce que c'est très narratif. Après, voilà. Je pense que c'est bien si tu veux faire ce que tu veux. C'est pas forcément une mécanique qui va énormément renforcer le thème de ta magie. Mais si en gros t'aimes bien justement qu'il y ait plein de systèmes de magie différents, enfin plein de types de magie et de formes de magie différentes dans ton monde, mais sans pour autant avoir des mécaniques différentes pour chacune, ça peut donner une grande liberté, et pas seulement pour la magie, parce qu'en fait le système en fait est unifié autour de ces traits, donc ça peut être une piste à explorer, même si encore une fois c'est pas forcément ce qui va le plus appuyer là. Comme les sorts le feraient par exemple pour moi, pour une magie techno. Je trouve que les listes de sorts en fait ça colle super bien à une magie techno. Je pense à un autre truc en termes de magie, c'est dans des jeux comme Nave, etc. Donc là c'est beaucoup plus gamey gonzo. Je sais pas si ça renforce vraiment un thème autour de la magie. Si, le gonzo. Il y a des jeux OSR où l'idée c'est que chaque jour en fait tu tires une carte ou deux cartes avec deux mots, et en les combinant tu sais quel sort tu vas pouvoir lancer aujourd'hui. Donc ça, c'est beaucoup plus gonzo et un peu foufou. Et il y a un côté un peu à la Terry Pratchett, j'ai envie de dire, tu vois, où en fait, tu vas essayer de faire des jeux de mots et essayer de convaincre qu'avec tes mots, ton sort, il peut exister. Donc, ouais, mais c'est hyper sympa, ça. Franchement, moi, je suis charmé, là. C'est très voilà, c'est un peu loufoque, mais ça peut être peut-être en termes de jeu, ça peut être assez rigolo. En termes de world building, bon, Mais si, parce que en fait, il faut se dire un truc, la magie, hein, que ce soit la magie dont on parle dans notre monde, ou n'importe quelle magie dans n'importe quel jeu, c'est la même. C'est juste que les gens y accèdent d'une manière différente, en fait. Donc là, le truc, c'est que j'imagine qu'il y a des grosses perturbations dans la trame, et du coup, alors que normalement, les mages, peut-être à une époque, étaient capables de faire en sorte de maîtriser leur sort, là, ils se retrouvent à attraper, en fait, des fils de la trame et faire un peu ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, en fait. Tu vois ? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que dans ton world building, si tu te dis tous les mecs qui font de la magie, en fait, ils ont des sorts random tous les jours, c'est difficile de construire Enfin, en gros, ça va créer un monde loufoque, tu vois. C'est ce que je disais. Oui, d'accord, ok. L'archimage, tu vois, tu te demandes comment il fait, quoi.
Tu vois, genre, Bah, il fait. je sais. Genre, t'as le roi qui fait que pour vous nous faire Archimage. Ah, mais ça peut faire des trucs très rigolos, des trucs un peu décalés. Genre en mode, Archimage, il faut absolument que vous m'aidiez à retrouver ma fille, elle a été enlevée, tu vois. Je fais aujourd'hui, monseigneur, malheureusement, je n'ai que lampe et puanteur comme mots disponibles. Mais je vais attendre demain. Nous ne pouvons pas attendre, trouvez-moi une solution. Et du coup, le mec, il part dans son bureau, il fait lampe et puanteur, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et ça me fait penser à un autre jeu, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue. Alors là, je saurais pas du tout dire quel jeu et tout. Avec À quoi te sert mon nom sur le Discord, où il y avait carrément, pareil, un système, genre. En fait, il faudrait qu'il soit là pour l'expliquer, mais où il avait joué à un jeu où c'était pareil, genre en fait, tout le monde pouvait faire de la magie, plus ou moins, je crois. Mais t'avais des cartes avec plein d'éléments dessus. Et en gros, en fait, le gameplay était vraiment très, très intellectuel, tu vois. Et donc, du coup, tu pouvais avoir vraiment la sensation d'être le magicien qui essaie de préparer son sortilège en termes de feeling. Parce que t'étais là, tu fais, alors, s'il fait nuit, et qu'on combine ça et qu'on sacrifie un anneau d'argent et que il faut qu'on ait une chorale de 500 personnes. Il faudrait que ça se fasse dans la cour du château. En fait, t'avais tout un système un peu comme ça de méga puzzle, je sais pas comment dire, et où il fallait être là à la bonne saison et au bon machin pour avoir exactement l'effet que tu voulais. Et en fait, tu devais un peu décrypter tout ça pour réussir à le faire. Et je trouvais que c'était faut venir poser la question à quoi te sert mon nom sur le Discord le bon MJ en fait. Oui, oui, franchement, même moi, j'ai eu excellent ça aussi. Hein. Et après, je pense un truc que j'aime moins, perso, je crois que c'est même le truc que j'aime le moins, je crois. C'est la magie, pourtant il y a plein de gens qui adorent ça, mais c'est la magie un peu à la Avatar, les derniers maîtres de l'air. En fait, tu sais... J'étais sûr que tu allais parler de ça, je sais pas pourquoi. Allez, dis-moi, raconte-moi. Bah parce que je pense que c'est un sujet fréquent dans toutes les vidéos world building, machin. Je suis pas du tout fan de ça. Le côté freeform, élémentalisme. Moi, en fait, je crois que c'est pas tellement le système de magie qui m'embête, c'est un peu cette sorte de tropisme. Moi, je suis le personnage de l'eau, toi, t'es le personnage du feu. Et tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, je trouve ça pas très... Ça me parle pas, en fait, voilà. Je saurais pas dire exactement pourquoi. Bah, pourtant, pyromancien, hydromancien aussi, hein, géomancien, ça peut claquer, là, tu vois, t'es pas séduit par ces mots mystérieux, déjà, tu vois, si je te l'ai dit, là, Non. Bah, j'aurais essayé. Ouais, non, mais moi non plus, hein, l'élémentalisme, c'est pas ce qui m'excite le plus, hein, je vais pas mentir, mais j'aurais un peu du mal à le défendre, parce qu'en plus, je sais pas, parce que, en fait, là, récemment, justement, j'étais en train de sur un système de magie que j'ai laissé tomber pour le moment, parce que ce n'était pas vraiment la priorité. Mais c'était plus vraiment de la magie, c'était des sorts de psy, mais bon, hein, entre nous, hein, un peu la même chose quand même. Et du coup, voilà, je pensais un peu à la télékinésie, je sais pas, j'ai plus, enfin, si la psychonésie, enfin des trucs comme ça, mais du coup, tu arrives très vite à la pyrokinésie, l'hydrokinésie, ça revient un peu au même. T'as quand même envie de les, enfin, non, mais maintenant, non, justement, j'avais pas envie de les avoir, hein, j'avais pas envie de les avoir. Mais ouais, je sais pas, moi non plus, je suis pas très excité. Il faudrait trouver des gens hein, qui sont vraiment touchés par ça, mais j'imagine que les gens, enfin, je sais que moi, quand j'étais jeune, j'avais regardé une série là en 3D où c'était un peu comme dans Avatar. Hein. Donc, quand j'étais jeune, c'était il y a plus longtemps qu'Avatar. Et c'était ça, quoi. Il y avait les mecs d'eau, de feu, de terre. C'est un peu classique, quoi. C'est un peu classique, mais c'est une bonne entrée peut-être pour les plus jeunes. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est sûr que quand tu vieillis, c'est un peu moins excitant, quoi. Après, en fait, c'est peut-être aussi que je rattache ça. D'une certaine façon, en fait, je rattache fort les concepts à leur contexte historique un peu et de où ils viennent en fait dans la réalité, quoi. Enfin, de quoi ils sont inspirés dans la réalité. Comme j'aime bien la fantaisie occidentale, etc., tu vois, genre rien de très original. J'ai trop l'impression que si j'importe les tropes un peu, tu vois, moi ça me renvoie trop, en fait, justement, à Avatar, là, ou bien les 5 anneaux, ou les éléments, et toute cette... En fait, je les vois, tu vois, c'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si je mettais les yokai... Enfin, tu vas me dire, les yokai, les esprits, on a dans toutes les cultures, mais comment expliquer? En fait, je rattache trop les trucs à leur source d'inspiration. Et donc, j'aurais du mal à avoir vraiment ce côté, le monde a été créé avec 4 éléments. Ça me renvoie trop tout de suite. Mais, tu sais, l'histoire des 4 éléments, c'est pas du tout asiatique, c'est grec. Hein. Là, ils ont plus d'éléments, les Asiates. Enfin, ouais, il y a le bois, etc. Tu fais une grosse généralité, donc excusez-moi, hein, mais pour le coup, les 4 éléments, c'est grec. Enfin, donc en fait, je sais pas ce que tu essaies de nous dire là, mais t'as une pente glissante, quoi. Là, c'était peut-être plus l'ambiance générale du dessin animé en question d'Avatar, qui se passe vraiment dans un univers de fantaisie asiatique qui te plaît pas forcément. Mais oui, d'ailleurs, Avatar, c'est occidental. Oui, c'est américain, mais c'est dans un univers asiatique. Oui, en fait, comment dire?
Tu vois, par exemple, justement, on en parlait tout à l'heure, si tu prends les 7 chakras, tous ces délires-là, bah, j'ai trop du mal à l'importer conceptuellement, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi. La magie, c'est la même partout, en fait. C'est juste que les gens y accèdent d'une manière différente. Et donc, au final, dans une situation où la magie est vraiment là, tout le monde avait peut-être un peu raison. C'est juste... Et donc, du coup, tu vois, tu peux être dans un truc un peu... voilà, postmoderne où tout se mélange, toutes les cultures se mélangent, mais tout le monde avait raison, juste ils accédaient à ce truc très compliqué par un angle différent, tu vois. Ouais. Alors déjà, je tiens T'es pas convaincu, quoi. Déjà, je tiens à me défendre de ce que tu as dit. Là, t'as essayé de me faire paraître pour un ignare. Mais il y a bien, à moins que ce soit un site de merde, 5 éléments de la pensée chinoise, par exemple. Tu vois, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Oui, Et non mais c'est pas ce que je disais. Je disais que dans Avatar, il y en a que 4, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas vu, donc ça se trouve je me gourre comme un idiot. Mais il y a pas je les. crois qu'il y en a y que 4. Ouais. Parce que tu sais que le feng shui, c'est ça, tu sais, c'est justement agencer les éléments et tout ça, tu vois. Donc oui, ils ont des éléments, mais ils ont occidentalisé le rapport aux éléments, quoi. Pour faire une porte ouverte spécifiquement à toi. Mais ça n'a pas fonctionné, il semble. Non, ça n'a pas fonctionné. En fait, si je pense aux éléments, je pense trop à Bruce Willis. Et là, il y en a 5. Et il y a l'amour, le plus broken de tous les éléments. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur ça ou... Alors attends, relisons très rapidement. Ouais, non, mais non, là, c'était un peu général comme question. On est général, donc j'espère que ça a pu t'aider, anonyme. Ouais, et puis regarde un peu ce qu'on a pu te dire. Je pense que Hugo t'a donné des bonnes pistes, hein, franchement. Là, l'histoire des mots qui s'assemblent ou des cartes, ça c'est vraiment sympa. Après, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux faire parce que ça dépend aussi de tes PJ, hein, j'imagine. Et puis, voilà, on évoquait les MJ psychorigides, hein, peut-être que tu en es un, et du coup, faire du freeform, ça te fait un peu peur, donc voilà. Bon, faut tester. Moi, j'avoue que, alors on va dire le freeform narratif et tout, ça m'inquiète pas trop, parce qu'en fait, dans les systèmes vraiment très très narratifs, où, entre guillemets, tout se vaut, tant que ça fait sens dans la fiction, etc., qu'en fait on se base plus sur des sortes de tropismes que sur une sorte d'imaginer un univers, etc., ça me fait pas du tout peur la magie freeform, tu vois. En gros, le mec qui tape super fort à l'épée, le mec qui est super éloquent et le mec qui font de la magie, ils jouent un peu avec les mêmes règles et puis on l'accepte. Dans les trucs de simu, des fois, il y a des systèmes qui font un peu plus peur où en fait, je sais pas comment dire, avant chaque sort, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres. Genre, tu vois, c'est plus ou moins difficile en fonction de la portée, en fonction des dégâts, en fonction des machins. Il y a une sorte de traduction mécanique comme ça. Et je pense que tu as tout un spectre de trucs qui sont potentiellement trop détaillés ou de trucs qui, au contraire, sont trop légers. Et il faut explorer un peu. Je pense à un autre truc, en fait, en termes de world building, mine de rien. Une autre forme de magie, c'est un peu tout ce qui va être lié au pacte, tu vois. Où en fait, finalement, tu ne fais pas vraiment de la magie. Par toi-même, tu empruntes la magie d'un autre. Alors, par exemple... Mais je fermerai là-dessus, parce que sinon, je sais pas, peut-être que tu vas rebondir là-dessus, je sais pas. Genre, je discutais... En fait, j'ai beaucoup parlé de magie avec des mecs sur le Discord récemment, parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Et il y avait une idée que j'avais bien aimée, c'est celle, en gros, qu'un magicien, au moment où il lance un sort, ce qu'il fait, c'est que pendant quelques instants, il devient l'entité qui lui permet de lancer le sort. Donc, admettons, il y a une divinité du feu ou un ifrit. En fait, quand je vais utiliser un sort de feu, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un ifrit pénétrer mon corps, en fait, mon incarnation physique. Et pendant ce petit laps de temps, je vais pouvoir emprunter les pouvoirs de l'ifrit. Et du coup, là, le risque, ce serait qu'en fait, à chaque fois que je lance un sort, potentiellement, je vais faire rentrer cette créature dans la réalité si j'arrive pas à la renvoyer après l'avoir fait venir quelque temps pour me servir de son pouvoir, quoi. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, ça peut être lourd mécaniquement, mais surtout, mais par contre, il se passe quoi si tu la renvoies pas? T'es bloqué à jamais, t'as perdu ton joueur. Ouais, potentiellement, je sais pas. Ça existe aussi hein, comme système. Tu te dis, ok, le joueur, il a... Ça me fait penser à ce qui se passe aussi dans Game of Roll. Décidément, cette question est inépuisable. Ça me fait penser dans Game of Roll, je crois, que les mages, en fait, ils ont un deck de cartes. Et une fois... Encore des cartes, hein. La solution, c'est les cartes, hein, finalement. C'est ça. Et en fait, genre, chaque... Enfin, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Je crois le pic, c'est le pouvoir, par exemple. Le cœur, c'est
Enfin bref, tu vois, c'est un deck de 50 cartes classique. Et en gros, à chaque fois que tu vas utiliser un sort, en fait, tu vas dépenser une de tes cartes. Et le jour où tu as usé toutes tes cartes, tu peux plus faire de magie. Et genre ça, en termes de world building, c'est assez stylé aussi. Parce qu'en fait, ça veut dire que les magiciens, au début, ils utilisent potentiellement beaucoup la magie. Et plus ils vieillissent, moins ils ont de sorts à leur disposition. Et plus ils deviennent prudents quant à l'usage de leurs sorts, etc., etc. Et avec l'histoire de pacte, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu pareil, qui peut être assez fort en termes de world building. J'ai un pacte qui me permet d'utiliser la magie. J'emprunte de la magie au diable, je dis n'importe quoi. Le problème, c'est qu'un jour, il va venir de réclamer sa dette, en fait. Et ça crée pas forcément un danger, on va dire, à chaque fois que je lance un sort, c'est pas imprévisible, mais c'est l'inverse, en fait. C'est qu'au contraire, je sais très bien qu'un jour, je vais payer pour toute la magie que j'ai utilisée, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Alors, il y a juste, hein, j'y pense, parce qu'il y a le pendant inverse, parce qu'il y a la religion, en fait. La religion où... alors, c'est peut-être moins fun, hein, tout de même, mais où ta magie t'est donnée par ta divinité, donc tu peux faire des sortes de miracles ou je sais pas quoi. Et par contre, il faut que tu maintiennes un standard un standard de morale, quoi. Par contre, si t'en dévies... Bon, ça, c'est plus classique, hein, c'est le prêtre, hein, finalement, par des jeux. Mais ça peut être une solution, en fait, parce que là, tu te tournais vers le mal, mais il faut aussi quand même dire aux auditeurs que possibilité que le diable, voilà. Et pour finir, il peut y avoir une magie, mais c'est parce qu'on pense jeu de rôle et mécanique, mais tu peux aussi jouer dans des univers où finalement il n'y a pas vraiment de mécanique, de magie spécifiquement. Par contre, ta magie, elle est subtile, elle est partout. Tu vois, je pense au Seigneur des Anneaux, je pense aux univers un peu ghibliesques, ou les trucs un peu dans les contes de fées, finalement. Ton personnage joue rarement le magicien, mais il va te trouver, en fait. Il y a aussi ça. Je vais essayer de fermer là-dessus, parce que j'ai l'impression que plus on creuse, plus on ressort des trucs, hein, mais c'est logique. T'as aussi, je trouve, un système de magie, entre guillemets, celui de ne donner la magie qu'au travers d'objets magiques, en fait. De trucs qu'on trouve dans l'univers. Et ça peut... ça donne encore un autre ton, quoi. Mais je te propose, parce qu'on est à 1h20, et normalement, le format, c'est de faire 3 questions. Donc, on en a encore une. On dépasse tout. D'accord. On va voir si celle-là nous tient longtemps. Es-tu prêt pour une question de haute voltige? Je vais la lire à voix haute. Question campagne. Est-ce que les langues... En fait, tu sais pourquoi je prends ces questions? Parce que je sais que tu aimes bien le world building. Est-ce que les langues et le langage sont les éléments que tu as utilisés ou que tu utilises typiquement? Dans beaucoup de jeux Medfan ou Space Opera, il y a de nombreux peuples avec des langues différentes, mais ça se termine toujours avec le commun utilisé partout. C'est comme dans les séries où les E.T., les monstres et les étrangers parlent anglais. Salut, nous sommes les Martiens qui vous considèrent comme de la nourriture, mais on a pris le temps d'apprendre votre langage pour communiquer avant. Très bonne question. Mais je dirais un peu faux aussi sur la fin. Je vais commencer par ça, si ça ne dérange pas, parce que, en fait, Rencontre du troisième type, c'est tout le principe du film que les extraterrestres ne parlent pas notre langage et qu'il faut trouver une solution pour discuter avec eux. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de films de science-fiction où ça se passe comme la question le décrit, mais c'est quand même quelque chose qui est traité quand même dans la science-fiction, cette impossibilité de communiquer, quoi. Yep. Voilà. Mais dans le jeu de rôle. Alors, dans le jeu de rôle, en fait, dans le jeu de rôle, c'est vrai que, en fait, je vais commencer par faire un parallèle, si tu me le permets, avec l'argent. On discutait justement l'autre jour avec, t'étais là, hein, avec Amrégicide, et il nous disait qu'il aimerait beaucoup faire en sorte d'avoir un système monétaire un peu plus compliqué qu'un système décimal. Donc un truc peut-être avec du 12, etc. Et dans l'idée, c'est super. Moi, c'est un truc qui m'excite trop, en fait. J'adore ça. Mais en pratique, trop chiant, on va pas se mentir. Et donc là, il y a encore une histoire de potard tourné de la bonne manière pour faire en sorte quand même que ça soit pas bloquant pour les joueurs, en fait, que ça rajoute pas, en fait, parce on parle souvent de rythme, etc. Et c'est le genre de choses qui, je pense, peut parfois rajouter un peu de difficulté. Alors, c'est pas ma réponse finale, mais c'était un truc que je voulais dire quand même au départ, mais je vais te laisser reprendre. Et puis... Ouais, moi je suis d'accord. En fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir la langue commune dans quasiment tous les univers, parce que, en fait, en jeu, ça rend pas, quoi. Je pense que tu peux jouer une scène. Il y a peut-être des scènes un peu typiques. En fait, il y a une scène intéressante à jouer de on comprend pas l'autre. Mais cette scène, elle va devenir rébarbative. Désolé pour ça, hein, mais je suis dans un endroit un peu particulier, tu le sais. Yes, Neuf est au Liban. Heureusement, il a trouvé le temps aujourd'hui pour venir nous parler. C'est genre... Donc tu disais une linguiste. Bon, bah si c'est revenu, je vais reprendre. Donc voilà, je vais reprendre peut-être depuis le début. Donc moi, à une époque,
j'ai joué du coup une sorte de campagne ou 1 versus 1, enfin pas 1 versus 1, mais avec un MJ et un PJ, donc j'étais le MJ, et dans laquelle le joueur en fait pouvait passer d'un perso à l'autre en fonction de ce qui se passait. Et le joueur s'est retrouvé en fait à un moment, parce qu'il le souhaitait en fait, à interpréter une linguiste. Du coup, je me suis retrouvé vraiment à improviser en fait pendant 4-5 parties un langage que le joueur étudiait, et en fait ça le passionnait, quoi. Ça le passionnait. J'ai essayé de rendre le truc cohérent, ce qui était évidemment assez difficile, mais ça peut être sympa. Alors c'était sympa parce qu'on était que deux, hein. Je pense qu'à 4 c'est déjà un peu plus chiant, quoi. Donc il faut tempérer le truc. Ouais, en fait, ça peut vite devenir une sorte de mini-jeu, un peu comme les énigmes dont on parlait tout à l'heure. Et potentiellement, ça peut... Je pense, par exemple, si tu joues un peu la découverte de la langue dans l'introspection, tu peux vraiment avoir l'impression pour un moment d'être un linguiste, mais je pense, ça peut faire un peu artificiel. Et en plus, si autour de la table, il y a des gens que ça intéresse pas, en fait, il peut y avoir potentiellement quelqu'un, encore une fois, qui va vraiment prendre entre guillemets, on va jouer à 2 jeux différents. Il va y avoir le mec qui essaie de résoudre l'énigme, le mec qui essaie de décrypter le langage, etc. Et ceux qui sont à côté. Donc, transformer la gestion de la langue en mini-jeu, voilà, je pense que ça peut comporter un risque. Et je pense qu'effectivement, ouais, en one-one, c'est un meilleur contexte. Je pense aussi que, en fait, en jeu de rôle, on aime bien juste parler avec les PNJ, tout ça. Et potentiellement, la solution de facilité, tu pourrais dire, en fait, vous parlez des langues différentes. Mais au bout d'un moment, on considère que tu comprends. Parce que tu as un traducteur, parce que tu as une technologie de traduction, parce que je sais pas quoi, etc. Donc dans ce cas-là, en termes de gameplay, en fait, on a juste dit à un moment qu'on parlait pas la même langue, mais finalement, on l'a effacé pour avoir une conversation fluide, puisque le jeu de rôle, c'est avant tout une conversation. Donc en fait, mine de rien, à mon avis, ça s'épuise très vite. Mais par exemple, tu as la scène typique du MJ, tu sais, qui fait pas des phrases entières. Genre ce cliché de... manger, sanglier, ami. Ouais, oui. Et là, tu comprends qu'il y a un monstre sanglier qui a mangé l'ami du mec. Mais pareil, c'est genre, pendant toute la campagne, c'est compliqué. Tu m'as donné une idée quand même qui, je pense, peut être pas mal. Parce que, en fait, quand même, la barrière de la langue, ça fait quand même partie de l'aventure et c'est quand même sympa. Ça, faut l'admettre tout de même. Et tu vois, les journalistes, souvent, quand ils vont dans un pays, en fait, ils prennent un fixeur. Ils parlent pas forcément la langue. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, de toute façon. Mais du coup, ça peut être quand même sympathique d'imaginer que les joueurs arrivent dans une région où ils parlent pas la langue et au détour d'une ruelle dans le marché de la ville, tombent sur un marchand qui, lui, parle les 2 langues, en fait. Du coup, le paye pour devenir leur fixeur, leur traducteur. Et ça fait qu'en fait, les joueurs, ils se retrouvent en fait à découvrir cet univers à travers le prisme de ce gars, qui peut être tout à fait sympathique ou un gros bâtard. Et ça peut être quand même assez amusant, je pense. Yep. Et en fait, du coup, c'est plus tellement un jeu autour de la langue. C'est un jeu... En fait, c'est utiliser la langue comme un autre moyen de rendre la narration intéressante. C'est pas... Ça me fait penser aussi à la campagne de D-Genesis que j'avais faite avec les stats, Maître Renard et tout. En fait, justement, un des PJ était le traducteur. Et donc, on avait un jeu drôle de Lestat, lui, il incarnait une sorte de prince marchand, et l'autre, il jouait son traducteur qui était aussi son esclave et qui était aussi un traître. Et on le savait tous en plus. C'était il y avait l'ironie dramatique, on jouait en secret ouvert. Donc en fait, c'était assez fun parce que Lestat, il devait négocier avec d'autres factions. Et en fait, moi, ce que je demandais, pour qu'on essaye de garder ça fluide, la plupart du temps, je disais juste à Maître Renard, est-ce que tu veux transformer ce que vient de dire Lestat, plutôt que de lui faire tout répéter 2 fois parce que, en fait, c'est ça qui est chiant dans le truc de la langue. C'est cette répétition de genre, je sais pas, toi, tu me dis, toi, tu es un chevalier, et tu parles à un marchand qui parle une autre langue, et là, je te dis, et là, il te parle dans son sabir incompréhensible, et le traducteur te traduit. Et en fait, je redis tout le temps cette boucle. Tu vois, c'est comme dans un roman. En général, au début, on dit, le traducteur essayait de suivre ce que lui disait le marchand, mais il avait un accent à couper au couteau. Et ensuite, en fait, tout le reste du dialogue, on redit pas à chaque fois le traducteur, nanana, le traducteur, nanana. Donc en fait, je pense qu'on peut s'inspirer juste de ça, quoi. Il faut que ça reste fluide. Et je pense, ouais, l'intérêt vraiment à trouver, c'est sur des trucs comme t'as dit, d'introduire un PNJ traducteur ou d'avoir un PJ traducteur, notamment dans un jeu potentiellement de faction, de trahison et de coups de couteau dans le dos. Ça peut être intéressant. Et ça me fait penser aussi, tu sais, au code secret, même dans Donjons & Dragons. On dit souvent le voleur connaît le langage des voleurs. Et donc ça peut permettre aussi simplement
de créer des scènes où en fait les PJ sont exclus de la conversation et devraient s'inquiéter. Genre jouer vraiment à fond les langues, etc. Enfin, je pense que de toute façon, la personne qui a posé la question se doute bien que c'est pas fun de base. Ils se demandent comment les réintroduire par endroit, quoi. Bah, en fait, si, enfin, ça peut être fun justement si c'est bien, fait. Parce que là, du coup, ça me faisait penser à deux choses. C'est déjà, on va reparler des donjons. Parfois, dans les donjons, voilà, tu peux mettre une faction, je sais pas, des orques par exemple, hein, pour rester un peu classique, qui parlent orque. Eh bien, ça, c'est tout bête hein, finalement, mais s'il y a personne qui parle orque dans le groupe, eh bien, ça fait que il manque un truc. Et donc, ça revient un peu à la première question finalement. Et donc, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Ça peut être quand même un élément de gameplay qui peut être un peu intéressant. Alors, effectivement, si tu le fais 7 fois d'affilée, bon, c'est peut-être un peu lourd, mais ça peut être intéressant à utiliser. Et un peu sous le même principe, il y a la langue antique. Voilà, donc cette langue mystérieuse que tu retrouves un peu partout, que certaines personnes arrivent à plus ou moins à décrypter, mais qui est au-delà de la compréhension des communs, quoi. Yes, en fait, l'idée, c'est tu peux pas le rendre tel quel et donner. Je pense pas que tu puisses donner la profondeur d'une sorte de monde un peu réaliste. Ça sert à rien je pense. Hein, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens que ils vont adorer ça peut-être. Je pense que ça sert à rien de jouer à Tolkien, d'inventer des alphabets pour tout le monde, etc., etc. En fait, c'est ultra niche, quoi. Genre, ça peut être un méga investissement sur un tout petit élément de l'univers et qui, au final, va potentiellement pas être en faveur de faire avancer le schmilblick et que ce soit fluide la conversation autour de la table. Mais identifier des scènes où ça devient un enjeu, en fait, encore une fois, c'est pas mal. Je pense aussi, encore une fois, à Game of Roll. C'était Game of Roll Galactique à un moment, je regardais quand même pas mal Game of Roll. Game of Roll Galactique, ça se passait dans l'espace, et il y avait une sorte de langage galactique. En fait, les PJ jouaient des humains qui allaient dans l'espace, hein, un peu pour la première fois et tout, et ils découvraient qu'il voilà, il y avait plein de trucs dans la galaxie, c'était très bac à sable, gonzo, machin, et du coup, il y avait un langage galactique, donc c'était un langage commun, mais des peuples de la galaxie, tu vois. Humains exclus, puisque les humains sont peut-être une race inférieure dont la galaxie ne s'en est pas encore préoccupée jusqu'à maintenant. Et du coup, il y avait un gameplay en fait à découvrir la langue galactique qui rendait le truc assez drôle en actual play en fait, tu vois. Puisque tu regardais les gens qui essayaient de faire des phrases et qui se plantaient et tout. Je pense au bout d'un moment c'est chiant, mais dans une séquence de jeu où au début par exemple tu te dis tant que vous connaissez pas, tu pourrais faire un truc comme ça, tant que vous connaissez pas 30 mots de cette langue, vous êtes obligé d'essayer de le faire avec les mots que vous connaissez. Donc, ouais, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Hein. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant. Donc il faut le gamifier. Il faut le mini gamifier dans le jeu, quoi. Ça, tu dois grind. Au début, tu peux que dire bonjour. Au bout d'un moment, tu connais 30 mots et tu débloques la compétence de parler normalement. Ouais, mais c'est sympa ça. Pour le coup, mais encore une fois en séquence. Yep. Après, évidemment, bon, voilà, tu peux aussi faire une campagne autour de ça. Mais bon, faut caster sa table là, quand même. Tu vois. Ça me fait penser encore à un autre truc. Après, j'arrête. Moi, j'arrête. Toi, tu pourras rajouter des trucs, mais moi, je rajouterai plus rien. Ça me fait penser, en ce moment, je rejoue à Kingdom Come Deliverance. Il y a le 2 qui va sortir l'année prochaine et que j'avais pas fini le 1, je le refais. Et dans le jeu, au début, t'es un paysan et donc tu sais pas lire. Et en fait, pour pouvoir commencer à lire des livres, tu as une première quête qui te permet de débloquer le niveau 1 en lecture et après, en gros, ton skill de lecture, il évolue plus classiquement en lisant des livres, tout ça. Et en fait, la première quête donc, où tu dois apprendre à lire, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un texte où en fait les lettres sont pas tout à fait dans l'ordre. En fait, quand les lettres sont pas dans l'ordre dans un mot, tu peux quand même le lire. Surtout si tu survoles un petit peu. Et ça peut être une sorte de mini-jeu de rôle, tu vois. Genre, tu donnes une aide de jeu où en fait, il faut réussir à décrypter parce que les lettres sont pas dans l'ordre. Mais encore une fois, tu vas pas le faire 50 fois. Mais ça peut être un truc marrant. Et tu demandes à la fin, par exemple, à la fin, t'enlèves le texte à la personne. C'est ça qu'ils font dans Kingdom Come. Tu lis une fois le truc et ensuite tu dois aller parler à un PNJ et lui dire ce que ça racontait et tu peux plus revoir le livre, tu vois. Ah oui, d'accord, mais c'est vraiment un test de langue, quoi. C'est comme ça que ça se passe aussi quand tu passes le TOEFL ou les trucs comme ça, quoi. C'est marrant. Mais ouais, mais ça c'est pas mal aussi. Mais encore une fois, je pense que ouais, ça fonctionne pas avec tout le monde parce que si on revient au tout début de la question, enfin de la réponse à la question, est-ce que c'est pour ça qu'on est venu, en fait Yes. Je veux dire,
jouer au jeu de rôle. Si les gens autour de la table sont prêts à répondre oui, on est là aussi parce que ça fait partie de l'exploration et on a envie que cet aspect apparaisse, dans ce cas-là, il faut réussir à l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est peut-être des questions qu'on peut poser en session 0, hein, par exemple. Par contre, si la réponse c'est non, ben, on parle tous anglais, quoi. Enfin, on parle tous français, mais pour faire la petite référence à la fin de la question, quoi. Yes. Pour moi, tous ces genres de mini-jeux, s'il y en a trop, si c'est omniprésent, j'ai plus l'impression de faire du jeu de rôle. C'est vrai que j'essaie de répondre aux questions qui sont posées, mais moi, j'ai plus l'impression de faire du jeu de rôle parce que je me dis... Enfin, en fait, ça va pas m'aider à m'immerger. Je pense que ça peut me donner... Le fait qu'on me dise « tu comprends rien aux langues des gens autour de toi », ça me va très bien, en fait. Genre, je me dis, ça m'immerge, et du coup, je me mets à la place de mon personnage, et je me dis que je veux chercher un traducteur. Tout ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. À partir du moment où ça devient des mini-jeux, etc., moi, probablement, ça va complètement me sortir de la fiction. Ça veut pas dire que ça va être désagréable, mais j'aurai l'impression, pendant un temps, qu'on est plutôt en train soit de faire un truc qui est rigolo, tu vois, quand on doit essayer de parler une autre langue autour de la table, et genre, ah, tu t'es trompé, là, là, là. Et... ce qui peut être cool hein, en termes de convivialité. J'aurais plus l'impression d'être dans un escape game, dans un machin comme ça. Et voilà, je préférais que ce soit très ponctuel. En fait, je pense que ce sera mémorable. Tu vois, je me rappellerai de cette partie de jeu de rôle où j'ai fait ça. Mais c'est probablement pas ce qui va faire que je vais me dire ah, cette partie elle était vraiment trop bien parce qu'il y avait ça en fait. Ouais, ben, c'est un peu pareil. Là, ce que tu me racontais me faisait me faisait penser à un autre truc. Enfin, c'est un peu la même chose, mais je sais pas parce que j'ai rigolé un peu dans ma tête. Parce que bon voilà, on aime bien les sandbox et je me disais ouais mais en fait le problème avec les sandbox c'est qu'à la fin les PJ ils veulent juste ouvrir une auberge quoi. Mais même ça, même si les PJ ouvrent une auberge, ça peut être une occasion en fait de faire arriver un aventurier étranger qui parle pas la même langue, etc. Bon, on tourne un peu autour du pot là. Enfin on tourne, c'est un peu toujours la même chose quoi, mais il y a moyen quand même de le rendre un peu intéressant pour une partie ou deux, quoi. Donc c'est pas à balayer du revers de la main, je pense, mais faut déjà peut-être en parler autour de la table, voir comment ressentent un peu c'est quoi le ressenti des joueurs vis-à-vis de ça. Puis si ça les botte, peut-être faire voilà une mini campagne dans la campagne à propos de ça, quoi. Je pense qu'on a encore une fois bien traité la question avec pas mal d'idées que peut-être pourront être récupérées. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode 9, qui sera le plus long des épisodes. Je crois que c'est parce qu'on a parlé de world building. Bah, de toute façon, tu peux couper, hein. N'hésite pas à couper, fais un montage, fais-moi dire